France Maghreb 2. LGF, le grand forum, l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble. Voilà, on va mettre les choses dans le bon ordre et c'est parfait comme ça. Merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h avec un beau duo aujourd'hui. Alors, il y en a la moitié qui est là. Redouane Moumine, salut Redouane. C'est un solo. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir les auditeurs. Et nous attendons aussi, mais il est en chemin là, ça il arrive, il vient de m'envoyer un petit message, notre ami Youssef Brakni qui sera avec nous. Vous avez deux particularités, enfin un point commun j'allais dire tous les deux, c'est que vous êtes tous les deux profs d'histoire. Exact. Alors je ne le suis plus malheureusement, mais je l'ai été. Ouais. Et ça a été quand même une très très belle période professionnelle pour moi. Et vous avez un autre point commun, c'est que vous avez un regard tout particulier du côté du Moyen-Orient, on va dire. Voilà vos sujets. On va voir ça tout à l'heure. Prédiction, absolument. Alors, mon cher ami Redouane, on va continuer cette série d'avis tranchés autour de la théorie du complot. Après avoir parlé de New York, après avoir parlé la semaine dernière, c'était quoi déjà ? La question des tours jumelles. Ah oui, des tours jumelles. Et puis, aujourd'hui, on va alors le titre de l'avis tranché ? Les Bretons contrôlent-ils la finance mondiale ? Autour d'un avis tranché, donc une série que propose Redouane chaque semaine sur la théorie du complot. Rendez-vous tout à l'heure aux alentours de 17h10. Coup de cœur, un coup de cœur anonyme aujourd'hui. Oui, on l'annoncera tout à l'heure. Oui. C'est un coup de cœur sur une personne que j'ai découvert lors d'une conférence sur les violences policières cet été. Très bien. Bon, affaire à suivre, messieurs, dames. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le programme de votre LGF sur France Maghreb 2. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, 2 semaines après un important mouvement de contestation sociale en Tunisie, le président français Emmanuel Macron s'est rendu dans le pays depuis hier pour une visite d'État durant 2 jours. Et il compte mettre l'accent sur le développement économique du pays. Nous y reviendrons. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a révélé mercredi qu'il examinait les activités de 206 entreprises dans les colonies israéliennes considérées comme illégales au regard du droit international. On parlera aussi de la SDJ du Figaro qui a tenu à se désolidariser d'un sondage paru sur le Figaro.fr et demandant, écoutez bien, aux lecteurs s'ils étaient favorables à l'enseignement de l'arabe en option au sein des écoles publiques. Il y a de quoi faire rigoler. Et j'ai envie de dire, lol. Invité de ce grand forum à 17h tout à l'heure, maître Hassan Boukhalifa, avocat au barreau de Paris, de Marseille et de Nîmes. On parlera de Tariq Ramadan qui, vous le savez, est en garde à vue hier dans une enquête pour viol depuis hier matin. Sa garde à vue a été prolongée ce matin. Que risque-t-il ? C'est la question que nous lui poserons à cet avocat pénaliste tout à l'heure à 17h. La question LGF présidentielle en Égypte. Il ne reste plus que 2 candidats en lice pour le scrutin prévu le 26 mars. Cette élection est-elle jouée d'avance en faveur du dictateur Sisi ? Selon vous, vous répondez sur Facebook ainsi que sur Twitter. Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. Et bien sûr, Libertad tout à l'heure en fin d'émission. 16h26, merci d'être avec nous, c'est le LGF, votre émission jusqu'à 18h. Avec aujourd'hui Youssef Brakni et Redouane Moumine qui sont avec nous aujourd'hui jusqu'à 18h. Messieurs, avant de parler de la question du jour, on va aller à Perpignan parce qu'il se passe des choses étranges du côté de Perpignan et nous sommes avec monsieur Abdelaziz Rigui du CRI du côté de Perpignan. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors j'ai eu écho effectivement de cette affaire, notamment par le biais de nos confrères de France Bleu Roussillon qui en ont parlé. Ce sont ces femmes qui portent le foulard, donc qui sont agressées régulièrement devant des écoles. Oui, voilà, en fait, depuis le mois de septembre, mais aussi pendant les vacances, une retraitée se permet de bousculer, de donner des coups de coude aux femmes portant le voile, le hijab, devant leurs enfants. Donc c'est des coups de coude, c'est par exemple une main sur le visage d'une femme enceinte sur le passage piéton pour essayer de la faire renverser par terre. C'est ce qui a déclenché en fait les plaintes parce que les mamans elles en pouvaient plus, elles étaient venues voir l'association pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Je leur ai dit il faut porter plainte. Tant qu'il n'y a pas de plainte, on pourra rien faire. Et ce qui les a décidés, c'est le jour où un vendredi, en passant sur un passage piéton, une maman et son enfant se sont dépêchés en entendant accélérer cette femme-là avec sa voiture, quoi. Ouais, elle a tenté de les renverser, quoi. Oui, voilà. Et elle porte un couteau dans son sac. Elle a déjà exhibé son couteau. Il y a une maman qui est d'origine hollandaise, qui porte le voile, qui a été agressée. Elle lui a mis le couteau sous la gorge derrière le commissariat de Cassagne. C'est une maman justement qui a porté plainte, qui nous a raconté ça. C'est
Et cette dame-là n'a pas voulu porter plainte parce qu'elle a peur. Et voilà, donc là, il y a 7 plaintes actuellement. Ça fait des mois que ça dure. Dès le départ, on a informé, comme je suis parent d'élèves dans l'école, j'ai mes 3 fils qui vont dans les écoles maternelles et primaires. J'ai informé la mairie, j'ai informé le préfet, le procureur. Rien, il n'y a pas de réaction. Et quand je vois hier qu'il y a un enfant qui se fait agresser, et ça c'est normal que le président réagisse contre les actes antisémites, mais quand c'est des actes islamophobes, la République n'est pas là. Et ça crée justement peut-être le sentiment qu'on n'est pas des citoyens comme les autres. Oui, on peut difficilement vous donner tort, Monsieur Rigui, parce que effectivement, quand on entend votre affaire et que ça fait plusieurs mois que ça dure, les policiers, la gendarmerie sont au courant. Pourquoi ils ne viennent pas à proximité des écoles faire des rondes, des tournées, de sécuriser évidemment l'entrée des écoles, donc de sécuriser ces mamans qui accompagnent leurs enfants. Exactement, c'est ce qu'on demande justement à la mairie là. Ouais. Actuellement, on demande à ce qu'il y ait une présence de la police municipale. Ou que cette dame-là, j'ai eu le cabinet du préfet ce matin, où j'ai demandé à ce que le préfet, il a le droit, il a l'autorisation, s'il veut, d'hospitaliser une femme, une personne, comment ils appellent ça, hospitalisation d'office, ou par un tiers. Ouais. Et lui, il a la capacité de le faire. Parce que si elle est folle, qu'il la soigne, et si elle n'est pas folle, qu'elle soit sanctionnée. On a un procès le 9 avril, mais en attendant, elle continue ses agressions verbales. Ouais, et ça fait pas la une des médias, hein. On est d'accord. Comment? Je dis ça fait pas la une des médias, on est d'accord là-dessus. Non, non. Bon, et même la presse, c'est dur, la presse locale, la presse écrite, ça va, mais France 3, pour le moment, depuis qu'on les a contactés, ne veulent pas réagir. France Bleu Roussillon en ont parlé, ils en ont fait un reportage, voilà. Mais pas France 3, parce que cette personne, en fait, elle est retraitée, mais c'est une retraitée journaliste. Ah oui, 3. d'accord, qui plaisait. Bon, très bien. Merci Monsieur Rigui en tout cas de nous avoir informés. Puis n'hésitez pas à nous rappeler pour nous tenir au courant de la suite à donner, en espérant que ça se calme rapidement, parce que je suppose que c'est la peur au ventre pour le coup, que ces mamans accompagnent les enfants. Ouais. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous aviez entendu parler de cette affaire, Youssef, Redouane? Pas du tout. Aussi moi sur les réseaux sociaux, parce que il se trouve que je suis ami avec Abdelaziz, avec les deux Abdelaziz Chambi de Lyon et Abdelaziz de Perpignan, et donc oui, j'ai vu ça. En France on le sait, il y a ce cas-là, mais il y a aussi un autre cas, je crois, dans l'est de la France où des femmes volées avaient été renversées. C'était le CCIF qui était aussi sur le coup, et où la dimension islamophobe a tout de suite été écartée. Voilà, en disant que c'était juste un petit souci de voiture, je sais pas, un problème de frein, je sais pas c'est quoi. Et donc à chaque fois on sait qu'il y a clairement un 2 poids 2 mesures dans le traitement médiatique qui est fait des agressions racistes quand elles concernent des musulmans, surtout des femmes voilées, ou même des mosquées. On voit que l'indignation à l'échelle de l'État n'est pas du tout la même. Et sans faire de parallèle avec ce qui s'est passé à Sarcelles, et c'est tant mieux que le président de la République ait tout de suite réagi. C'est important de le faire quand un acte raciste est commis, mais c'est bien de le faire pour tous les actes, à égalité. Effectivement. Bon, alors, question du jour, on va parler de l'Égypte parce que des élections qui se profilent à l'horizon, c'est au mois de mars, il reste 2 candidats en lice, donc la question elle est toute simple aujourd'hui, est-ce que cette élection est déjà jouée d'avance en faveur du dictateur Sisi? J'aimerais avoir votre réaction, vous qui nous écoutez, peut-être au 01 40 33 9000. Redouane, est-ce que Sisi va l'emporter haut la main, à l'image d'ailleurs des scores que l'on peut avoir au travers des résultats de cette question sur Twitter? 100% de oui, 95% sur Facebook. Le problème, c'est que pour utiliser le terme remporter, il faudrait déjà qu'il y ait une compétition. Quand on sait que le deuxième candidat là, qui s'appelle Moussa Mohamed Moussa, je crois, qui a été dépêché au dernier moment, sa photo de profil sur Facebook, c'est un portrait d'Abdel Fattah el-Sisi. Ah oui. Donc c'est un peu compliqué de porter la compétition avec un fanboy. Et ce que les auditeurs doivent savoir, c'est qu'en fait il y avait 5 candidats à la base supplémentaires. Ils ont tous été éjectés les uns après les autres, mais parmi ces 5 candidats, 4 étaient des militaires. Donc l'épuration qui a eu lieu au niveau de la procédure électorale, ça a été une petite guerre des chefs entre militaires. Donc aujourd'hui, l'opposition contre Al-Sisi sur le plan politique, elle se fait directement à l'intérieur. En fait, il n'y a plus d'opposition islamiste des frères musulmans, il n'y a plus d'opposition des révolutionnaires libéraux, il reste plus que l'armée.
c'est sa dernière opposition. Youssef, est-ce que c'est joué d'avance cette élection? Oui, c'est clairement jeu d'avance, comme l'a rappelé Redouane, exactement. Il a fait un bon état des lieux. Et tout le monde, ils ont tous été arrêtés ou disqualifiés, mis en prison, etc. Mais en fait, ça s'est joué avant. En réalité, ça s'est joué au moment du coup d'État. Et je pense que la gauche a fait une erreur. À ce moment-là, la gauche révolutionnaire, y compris les forces socialistes égyptiennes que je connais un peu en France, certains militants, où j'avais prévenu que c'était un piège, où ils s'étaient mobilisés contre les grands méchants frères musulmans qui avaient été élus démocratiquement quand même. Et en fait, après les frères musulmans, ça a été leur tour. Et ils ont tous été arrêtés un par un. Tous les mouvements de gauche, même réformateurs, ils ont tous été jetés en prison. Ou alors pour les leaders, ils ont été discrédités, comme Mohamed El Baradei. Je me souviens qu'on avait sorti les photos de sa fille au bord de la piscine, où on a essayé de le discréditer en disant voilà, regardez les mœurs légères de sa fille, etc. Bref, ils ont tous été mis de côté. Et en fait, à l'époque, ils auraient dû faire front en fait et refuser le coup d'État et attendre des nouvelles élections. Et du coup, ça aurait été le peuple égyptien qui aurait sanctionné la gestion des frères musulmans comme c'était le cas en Tunisie. Alors Sisi a eu cette phrase en disant ce qui s'est passé pour Mohamed Morsi ne se reproduira pas en Égypte. Sisi a dit ça? Oui, le message est clair. Le message est clair. D'accord. Si vous tentez un quelconque coup d'État contre moi, en tout cas, ça, voilà. De toute façon, c'est l'armée qui fait les coups d'État, donc c'est l'armée qui gère, quoi. C'est pas possible. Le problème, c'est que ça risque de péter rapidement parce que l'Égypte, contrairement à ce qu'on laisse penser dans la presse internationale, va très très mal sur le plan économique. El-Sisi a dû faire un prêt de 12 milliards auprès du FMI parce que l'économie est exsangue, et donc une des mesures de règles du FMI que le FMI a réclamé, Christine Lagarde a réclamé, c'est la baisse des subventions pour les produits de base. Voilà, toujours pareil. Donc ça c'est catastrophique. Et la deuxième chose, c'est l'effondrement de la monnaie de la livre égyptienne qui a provoqué une inflation. Donc l'économie va très mal, le tourisme se porte mal. Et j'ai une très bonne amie égyptienne qui vit à Assouan, qui s'appelle Esra. Elle est nubienne. Et la communauté nubienne est un peu particulière en Égypte. Sur le plan sociologique et politique, elle appartient pas vraiment à une mouvance. Et là, elle m'a dit, mais déjà, s'il y a 10% de participation à Assouan, ce serait un miracle. Et je tiens à dire que les mouvements qui réclament le droit au retour des Nubiens, parce que les Nubiens demandent de retourner sur le bord du Nil, ils ont tous été arrêtés. Tous. Oui. Y compris les mouvements qui demandent, par exemple, je sais pas, la reconnaissance de la langue nubienne et le droit de revenir sur le Nil, parce qu'il faut savoir que les Nubiens ont été déportés au sein de leur propre pays dans les espèces de zones désertiques. Voilà, alors que eux, c'est des habitants du bord du Nil, quoi. Ils ont toujours habité sur le Nil, et donc ils ont tous été arrêtés. J'ai des amis, pareil aussi, Nubiens. Il y a l'association nubienne en France qui est à Bagnolet. Ah, c'est vrai. Oui, d'accord. Ouais. Et je les avais aidés parce qu'ils avaient été expulsés par des groupes islamophobes, etc. Enfin, je te montrerai ça sur internet. Et donc voilà. Et donc j'ai vu des amis que j'ai vus ici à Bagnolet qui sont retournés en France, en Égypte, et qui ont participé à des manifestations pour la reconnaissance des droits des Nubiens, ont été mis en prison aussi. C'est-à-dire qu'il met tout le monde en prison. Et ça, effectivement, il aura forcément le retour de bâton. Et en plus de ça, les élections où tu gagnes à 90%, c'est fini, ça, en fait. Et ça, je veux dire, ils ont vraiment beaucoup de mal à le comprendre aujourd'hui, les derniers dictateurs arabes. Là, vu comme c'est parti, c'est mon pronostic personnel, ça n'engage que moi. On va vers un assassinat. Je pense qu'il va finir comme Anwar el-Sadat. Je lui souhaite pas en tant que personne, mais je pense que ça risque de finir comme ça. Ça chauffe évidemment dans cette région. Tiens, avant de parler de Macron et de sa visite en Tunisie, parlons aussi du Yémen. Et c'est la trêve visiblement à Aden, puisque 4 jours après l'offensive des séparatistes du Sud, qui contrôlent donc la quasi-totalité de la capitale provisoire du pays, une délégation militaire saoudienne et émirati est en ce moment à Aden pour consolider le cessez-le-feu. Est-ce qu'il faut y croire à ce cessez-le-feu au Yémen? LOL. Ouais. Non, mais c'est juste pas possible, quoi. Non, moi je pense qu'ils ont fait une affaire personnelle en plus, MBS. C'est-à-dire que c'est vraiment sa guerre à lui. Il faut dire qu'il a lancé avant même qu'il ne soit officiellement au pouvoir. D'ailleurs, il y a une petite anecdote où les services américains n'arrivaient pas à le joindre quand il a lancé cette offensive, parce qu'il était parti aux Maldives. Et en fait, il a lancé cette guerre sans savoir trop pourquoi ni comment. Et il voulait en savoir plus, avoir des informations, et il raconte qu'ils n'arrivaient pas à le joindre, qui était totalement injoignable pendant plusieurs semaines, et il a lancé les bombardiers, l'offensive qu'on connaît qui est catastrophique, où un enfant meurt toutes les 10 minutes quand même aujourd'hui au Yémen.
Impressionnant. Ouais. Sans parler du choléra. Sans parler du choléra. C'est à cause du choléra, justement. Oui. Ouais. Il y a le choléra, mais il y a d'autres épidémies aussi qui sont catastrophiques. Hein. Puis l'absence d'eau. Et puis de nourriture, évidemment. Un pays complètement oublié de la communauté internationale, le Yémen, aujourd'hui. Ouais, la communauté internationale et la communauté musulmane. Non. Oui. Moi, j'ai envie de dire, relégué à la lettre. Est-ce qu'elle est pas un petit peu ennuyée parce que, justement, la coalition à la tête de cette déstabilisation du Yémen, c'est justement l'Arabie Saoudite et quelques pays musulmans. Oui, l'Arabie Saoudite, quelques pays musulmans, et puis surtout, faut pas oublier les puissances occidentales. Hein. Ouais. Ce ne sont que des sous-puissances régionales, l'Arabie Saoudite. On sait qu'il y a d'autres pays périphériques qui participent, comme le Maroc, etc. Mais faut pas oublier la France qui arme, notamment quand Manuel Valls était Premier ministre, qui est parti là-bas, qui a signé des gros contrats d'armement, qui servent aujourd'hui à détruire ce pays, qui est le pays arabe le plus pauvre. On a vendu beaucoup de FAMAS à l'Arabie Saoudite. Ouais, les Émirats Arabes Unis, il faut savoir que les chars qui sont sur place, bon, c'est pas les Émiratis qui les manœuvrent, mais c'est des chars français. Et d'ailleurs, c'est une catastrophe opérationnelle sur place. Je vous propose d'accueillir monsieur Sofiane Lakhdari qui est avec nous. Salut Sofiane. Ah bah voilà. Ouais. Salut Christophe, salut Seth, salut Rodman. Salut tout le monde. Salut Sofiane. Voilà. Ouais, moi je pense pour l'Égypte, vous avez parlé, mais je pense que vous avez évité, ou je sais pas, pour les enjeux géostratégiques au niveau avec l'Égypte, surtout au niveau question de l'eau, question des deux îles qui ont été offertes à l'Arabie Saoudite. Oui. C'est-à-dire le Sisi aujourd'hui actuel, il est dans l'obligation de rester pour certaines puissances étrangères pour faire passer cette mascarade de la Palestine. En vérité, la donation de Jérusalem à Israël, parce qu'on sait qu'aujourd'hui Sisi fait partie du plan. Suite aux révélations qui a été révélées par un journal américain qui a fuité des propos tenus par l'ancien chef des services secrets, qui a été limogé par la suite. Et juste pour dire que Sisi, encore qu'il a été nommé par Morsi, suite, c'est Morsi qui l'a ramené. Il avait fait un coup, il a écarté Tantawi et le général Annan, ce même général Annan qui voulait se présenter et qui est aujourd'hui emprisonné. Ouais. Et vous avez un autre ancien candidat contre Morsi qui s'appelle Ahmed Shafir, qui est l'ancien premier ministre de Hosni Moubarak, qui voulait être candidat également et qui a été mis sous détention provisoire en vérité, mais il est emprisonné en même temps. À la RITS, à la MBF. Mais Ahmed Shafik, il a même été condamné, non? Il a été condamné par une justice égyptienne pour qui on sait. Il a annoncé sa candidature à partir des Émirats Arabes Unis, et lorsqu'il est revenu en Égypte, il a été mis en prison. Sofiane, un petit mot sur ce qui semble un petit peu peut-être à observer, j'allais dire, le Liban. Les Libans avec ces menaces, on peut le dire, d'Israël hier. Ah oui, avec Avigdor Lieberman. Il faut savoir, voilà, au niveau de la Méditerranée, on en a parlé ici sur la radio, il y a un énorme trésor au niveau gaz. Et depuis la guerre de 2006, lorsque Israël a mené sa guerre contre les Libans, c'était pour en finir avec le Hezbollah et en même temps pour changer les frontières maritimes avec le Liban. Et ce qui a été signé par Fouad Seniour à l'époque, l'ancien Premier ministre, c'est une traîtrise totale. Et aujourd'hui, le Liban a lancé une opération d'exploitation à la frontière avec la Palestine occupée. Et hier, Avigdor Lieberman, au niveau du Conseil national israélien pour la sécurité, il a lancé clairement une menace qui a été interprétée comme telle. Il a dit, voilà, vous si vous exploitez, vous risquez, vous devez avoir affaire à Israël. Et les trois sociétés qui se sont mises dans ce gisement, c'est Total français, Eni italien et Novak, la société russe. Alors du coup, aujourd'hui, entre le Liban qui vit une crise interne très confessionnelle entre le ministre des Affaires étrangères Jobran Bassil qui a insulté, qui a traité de Baltaji, je sais pas en français comment on dit ça, le chef du Parlement qui est chiite, Nabih Berri. Alors du coup, là, une crise confessionnelle interne qui fait rappeler malheureusement les heures un peu sombres au niveau de l'histoire libanaise avec la guerre civile interconfessionnelle. Et au même moment, il vient d'y avoir une déclaration de Jobran Bassil, de Avigdor Lieberman de cette manière. Voilà, maintenant à suivre ce qui se passe au Liban parce que voilà, l'Israël ne laissera jamais le Hezbollah et le Liban calme et à se développer, à exploiter ses richesses. On le sait, voilà, elle voulait avoir la même mise sur tout le gaz au niveau de la Méditerranée, sauf que leur plan d'en finir avec la Palestine n'a pas échoué et de déstabiliser le Liban a échoué, d'en finir avec la Syrie parce que tout ce bassin méditerranéen très riche en gaz.
Alors ça tombe bien, reste avec nous 2 secondes avec nous Sofiane pour parler de cette info zappée mais que l'on évoque évidemment ici et je ne résiste pas, vous ayant tous les 3 ici, enfin Sofiane de l'autre côté mais Youssef et Redouane, en Syrie, la campagne militaire de la Turquie contre les Kurdes se poursuit, elle a déjà provoqué le départ de 15 000 civils de la région d'Afrin et la Turquie qui a très mal supporté les déclarations d'Emmanuel Macron hier avant de partir en Tunisie. Messieurs, qui veut parler là-dessus? Vas-y, Youssef, vas-y. Je vais vous parler donc de Robert Fisk. Donc Robert Fisk, qui est un journaliste qui a à peu près 70 ans. Ça fait 50 ans qu'il baroude au Moyen-Orient et il a réussi à s'introduire à Afrin il y a à peu près 10 jours. Donc c'est le premier journaliste occidental à être sur place et il a permis d'apporter des éléments, on va dire, un peu plus objectifs que la propagande kurde d'un côté, la propagande turque de l'autre. Ouais. Robert Fisk a donc fait un article pour The Independent qui fait à peu près 5 pages dans lequel il décrit factuellement tout ce qu'il a vu. Donc d'abord le camp de réfugiés de Roubar où il y a beaucoup de réfugiés arabes qui ont fui la région de El Bab. Donc pour les auditeurs, El Bab c'est un peu plus à l'est. Donc il y a eu des blessés et des morts civils parmi les réfugiés. Il faut savoir également que donc les morgues à Afrin sont pleines. Il y a certaines maisons, certaines fermes qui sont des objectifs militaires absolument pas stratégiques qui ont été bombardées. Il y avait 7 personnes, 8 personnes dans ces fermes-là qui ont été tuées sur le coup. Donc il y a quand même pas mal de dégâts. Et la dernière chose, c'est que on a eu la preuve factuelle avec des images qui ont circulé que la Turquie utilise des bombes à sous-munitions. Oui. Les bombes à sous-munitions, il faut le rappeler, c'est interdit par toutes les conventions de Genève. Et donc, bombarder au niveau du droit humanitaire international, ils ont le droit. Utiliser des bombes à sous-munitions, je suis désolé, ça devient illégal et donc il devrait y avoir une condamnation de la part de la communauté internationale. Youssef, tu confirmes? Oui, je confirme. C'est passé sur Twitter, etc. On le voit sur les comptes, sur les différents comptes de l'opposition, même des Kurdes. D'ailleurs tout ça c'est très bien pour ça parce qu'on peut avoir toutes les parties, tous les acteurs dans le conflit. Exactement. Et franchement on peut du coup se faire une idée quoi. C'est très riche pour ça, plus que Facebook. Donc oui après par rapport à l'offensive turque, de toute façon, je voyais pas de toute façon Erdogan faire autrement. Je veux dire il a participé à créer ce bourbier syrien. Il a clairement joué une carte. Il a joué cette carte des frères musulmans. Il a cru qu'en fait, faut pas oublier que ça a quand même commencé en 2011, on l'oublie, mais la Syrie ça a commencé en 2011 et du coup en fait la configuration n'était pas du tout la même. Faut pas regarder l'action d'Erdogan à la lumière d'aujourd'hui en fait, parce que à l'époque, il faut savoir que les frères musulmans l'emportaient un peu partout et il y avait vraiment cet effet de domino. Ils pensaient que c'est eux qui allaient remporter la mise, surtout qu'Hillary Clinton était assez proche d'eux, parce qu'à l'époque elle était encore secrétaire d'État et du coup elle s'est fait dégager après. Et les problèmes ont commencé à ce moment-là et il y a eu ce qu'on appelle la contre-révolution. Si on peut, pour moi c'était pas vraiment des révolutions, mais on va reprendre un peu le langage dominant. Et il y a eu des contre-révolutions menées par l'Arabie Saoudite et Israël et qui ont du coup soit pour le cas de la Tunisie, Nahda s'est calmé et s'est retiré de lui-même et a fait un impact avec l'ancien régime, soit c'était un coup d'État, soit on l'a vu en Syrie, ça a été l'utilisation massive de ce qu'on appelle entre guillemets des takfiris quoi, ceux qui prônent cette idéologie-là. Et Erdogan a joué à fond en tout cas la carte frères musulmans en armant, en soutenant, on le sait maintenant dans sa guerre contre Fethullah Gülen, on a vu les images notamment je crois que c'est de la gendarmerie ou des services secrets, c'est un des deux services. La gendarmerie. Ouais, c'est la gendarmerie qui avait fait fuiter les camions qui passaient la frontière syrienne. Et donc voilà, il a voulu jouer une carte. Aujourd'hui, il se retrouve avec le problème kurde et le régime des Assad est loin d'être naïf et ils ont joué la carte kurde à fond, tout comme les Russes d'ailleurs. Et voilà, il est rentré dans un piège. Je pense qu'il va avoir énormément de mal à s'en sortir et je pense comment il va se sortir de ce bourbier. Moi, je pense qu'il remportera jamais militairement la guerre contre les Kurdes. C'est impossible. Il n'y arrive pas déjà en Turquie. Il arrivera pas en Syrie. Il peut envahir et conquérir l'ensemble du territoire. D'ailleurs, là, ça peut se faire en quelques jours parce que s'il arrive à prendre Gendaris au sud, donc c'est une ville qui est au sud du territoire, s'il la prend, il a accès à la départementale. Et après, c'est une voie royale, c'est-à-dire ils font passer les blindés, il arrive à prendre Afrin. Mais après, c'est une guérilla qui commence, avec des plateaux montagneux un peu partout, contre des Kurdes qui sont habitués à ça. Sofiane ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Youssef et Redouane. Sauf que pour la Turquie, après avoir misé sur les frères musulmans, la relève quand elle a été prise par l'Arabie Saoudite, c'est suite à un échec en Syrie. Mais ils ont tous travaillé. Moi, je me rappelle de l'entrevue de Premier ministre qatarien. Il a dit on a enclenché cette guerre contre la Syrie avec l'accord de l'Arabie Saoudite. Sauf que l'Arabie Saoudite, elle était plus derrière le Qatar. Après l'échec du Qatar, on a vu le départ de l'émir pour préserver sa principauté.
et son émirat, et du coup c'était l'Arabie Saoudite. Mais c'est le même projet, à savoir la destruction de la Syrie et avoir une mainmise totale israélienne sur cette région. Sauf que maintenant Erdogan, les armes qu'il a utilisées, c'était la confession alaouite contre les sunnites à majorité en Syrie. Il a utilisé les minorités, sauf qu'il a oublié que la composante de sa propre population était composée de ces minorités, de ces ethnies. Aujourd'hui, le jeu et la flamme arrivent en Turquie. J'imagine très très mal comment il pourrait s'en sortir, mais futé comme il est, je pense qu'il arrivera peut-être à sauver ce qu'il peut sauver, parce que quand je vois la relation stratégique entre les États-Unis et les Kurdes, et les États-Unis et la Turquie, la relation avec la Turquie, elle est plus stratégique et plus profonde et plus historique qu'avec les Kurdes. Et en plus, les Kurdes ont toujours été les dindons de la farce depuis les années 20 avec l'accord de Sèvres, où on a vu Atatürk et il a complètement écrasé les Kurdes et il a redessiné la carte de la Turquie, contrairement à ce qui a été décidé au niveau de l'accord de Sèvres. Et on a vu après les Britanniques comment les ont utilisés, ils les ont lâchés. Aujourd'hui, les Américains, c'est sûr qu'ils les utilisent pour un plan bien établi. J'ajouterais juste une dernière chose. Il faut pas qu'on oublie qu'il y a une minorité arabe importante dans ce territoire d'Afrine. C'est pas que des Kurdes. Et que parmi les civils tués, il y a quand même eu pas mal de familles arabes qui vivent dans les espaces fermiers, les petites localités. Si la propagande kurde prend et qu'on commence à diffuser des images d'arabes qui ont été tués par des Turcs, il peut y avoir un revirement en termes d'opinion dans la région. C'est pas les conséquences surtout, que ça aura. Voilà, et surtout ne pas oublier, Radouane, que les Kurdes ont fait une épuration ethnique complète au niveau du nord de la Syrie et au niveau de l'Irak à l'époque. Ils ont voulu même prendre des villes historiquement arabes comme la ville de Tikrit en Irak et Kirkouk, qui sont historiquement arabes et qui ont voulu les prendre et prendre les gisements pétroliers à l'époque. Oui, tout à fait. C'est plutôt ce qu'ils ont fait à Tel Abyad. Mais dans la région d'Afrine, justement, les Kurdes ont servi de refuge aux Arabes. Quand il y a eu l'attaque, donc pour les auditeurs, la première offensive des Turcs qui date d'il y a 1 an et demi, où ils ont pris tout un territoire, ils sont venus installer des Turkmènes. Et dans la région d'Al-Bab, ils ont fait fuir les Arabes aussi, qui sont partis se réfugier à Afrin. Donc je pense ces Kurdes qui ont fui à l'époque, en 1925, le génocide turc, à l'époque 300 000 ou 400 000 Syriens qui ont été naturalisés après le début de la fameuse guerre contre la Syrie en 2011, 300 ou 400 000 qui ont été naturalisés syriens, mais qui étaient d'origine turque. Oui, mais je vous informe que d'ailleurs, le 15 mars, c'est un petit peu la date retenue pour le déclenchement de ce que l'on a appelé la révolution syrienne, qui s'est vite transformée en guerre en Syrie. Une émission spéciale avec, vous avez compris, vous l'entendez depuis tout à l'heure, nos éminents spécialistes, Youssef Brakni, Redouane Moumine, Sofiane Akdari, qui seront rejoints par Tarek Mami. Donc ils seront 4 exceptionnellement ce 15 mars prochain pour faire, pour parler de ce 7e anniversaire du déclenchement de la révolution en Syrie et dire qu'au début, on avait donné 6 mois à Bachar el-Assad. Merci Sofiane en tout cas. Merci à toi Sofiane. À très vite. Dans un instant, on va évidemment continuer cette émission. On va parler d'Emmanuel Macron qui est donc en voyage en Tunisie. D'ailleurs, ça y est, il est visiblement parti direction le Sénégal maintenant. On va aussi parler de l'affaire Tariq Ramadan. Vous êtes au courant évidemment que Tariq Ramadan est en garde à vue depuis hier, une garde à vue qui est prolongée, qui a été prolongée ce matin, qui ne pourra pas durer plus de 48 heures. C'est le délai légal dans ce genre d'affaires. Donc demain il sera fixé sur son sort. Justement, la question est toute simple. Que risque Tariq Ramadan? C'est la question qu'on posera à l'avocat pénaliste, avocat au barreau de Paris, de Marseille et de Nîmes, l'avocat Hassan Boukhalifa, qui sera avec nous dans un instant. Et puis la question évidemment que l'on vous pose aujourd'hui, l'Égypte, l'élection qui arrive au mois de mars, est-ce que cette élection est jouée d'avance en faveur du dictateur Sisi? Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, LGF officiel, à suivre aussi, sans oublier les avis tranchés. Vous êtes bien à l'écoute de France Maghreb 2 et du Grand Forum avec Youssef Brakni et Redouane Moumine. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous. C'est jeudi, nous sommes le 1er février et tiens, une petite un aparté. Si vous prenez la voiture, les péages en l'occurrence, eh bien aujourd'hui, sachez que ça augmente. Voilà, péage qui augmente, le gaz aussi. Je crois, il y a pas mal de trucs qui augmentent le 1er février aussi. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait. Dans un instant, Hassan Boukhalifa sera avec nous, avocat au barreau de Paris, de Marseille et de Nîmes, pour parler de l'affaire Tariq Ramadan. Le temps, juste avant, de vous rappeler aussi la question du jour aujourd'hui à propos de l'Égypte et de ces élections qui se profilent à l'horizon au mois de mars prochain. Et la question est toute simple, est-ce que cette élection est jouée d'avance en faveur du dictateur Sisi? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel.
Pour l'instant, les scores sont sans appel, à l'image de peut-être du résultat de l'élection. 95% sur Facebook, 100% de oui. Donc sur Twitter, vous continuez en tout cas de voter. Avant de retrouver Hassan Boukhalifa, on va tout de suite démarrer avec un premier avis tranché, si vous le voulez bien, et il est signé Youssef Brakni. C'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Youssef Brakni pour son avis tranché, qui va nous parler de la République du racisme. Oui. Alors aujourd'hui j'aimerais évoquer une question importante de l'histoire de la France contemporaine. Et pour le faire, je vais citer un extrait d'un discours que voici. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont un devoir de civiliser les races inférieures. Cet extrait n'est pas d'un homme politique d'extrême droite, mais d'un personnage historique de gauche, un des plus importants de l'histoire de la République française. Il s'agit de Jules Ferry, le 28 juillet 1885 à l'Assemblée nationale. Des écoles, des rues de nos villes portent son nom. Il est le père de l'école gratuite, et il est aussi le père de la laïcité. Quand il prononce ce discours, nous sommes sous la Troisième République, pas un régime monarchique. Pourtant aujourd'hui, dans le débat politique, on ne cesse de présenter les descendants d'immigrés et les musulmans comme un danger pour l'ordre républicain. On ne cesse de définir les quartiers populaires comme des zones de non-droit, où les valeurs républicaines sont remises en cause. Pire, on parle de territoire perdu de la République, comme si les quartiers n'étaient pas en France, qu'en gros, ils font sécession. Pourtant, ceux qui bafouent les valeurs républicaines, ce sont ceux qui ne cessent de les proclamer pour exclure du champ politique les habitants des quartiers populaires. Des hommes politiques aujourd'hui, comme Manuel Valls, brandissent la République comme un totem d'immunité. Ils se cachent derrière pour réfuter toute accusation de racisme. Or, comme le prouve l'histoire coloniale, la République n'a jamais empêché l'une des plus atroces entreprises de déshumanisation de l'histoire, qu'est la colonisation. La citation de Jules Ferry, que je viens de citer, est la plus belle preuve. Toutes les républiques qui se sont succédées n'ont jamais empêché la colonisation. L'Algérie était française. Elle était divisée en 5 départements. C'était le territoire de la République. Selon la célèbre phrase, la France, c'est de Dunkerque à Tamanrasset. Pourtant, sur le territoire de la République, un système d'apartheid était en vigueur. C'était le code de l'indigénat. C'est le célèbre cercle des oulémas algériens mené par le Cheikh Ibn Badis qui réclamait l'application stricte de la laïcité aux musulmans d'Algérie. Il luttait contre l'islam colonial, contre l'ingérence de l'État français dans le culte musulman, et réclamait l'application de la laïcité, comme pour les catholiques et les juifs, dans le respect de la laïcité de 1905. Alors, certains me diront, mais Youssef, tu exagères, tout ça c'est du passé, que c'était sous les anciennes républiques, mais que dire du massacre du 17 octobre 61 ? 300 Algériens tués, jeté à la Seine sous les ordres du préfet Papon. Surtout, c'est ça qui est le plus important, sous la présidence du général de Gaulle. On peut aussi parler des massacres du 17 octobre de Guadeloupe de mai 67, lors des manifestations contre la faim, où il y a eu une dizaine de morts réprimés par la République française. On peut aussi rappeler 2005, plus récemment, où on a vu l'application de l'état d'urgence, l'application d'un couvre-feu qui ne s'appliquait que dans les quartiers populaires en France. Pour rappel, cette mesure d'exception n'a été appliquée que pendant la guerre d'Algérie et pour le soulèvement des Kanaks en Nouvelle-Calédonie. 2 situations coloniales, puisque, vous le savez, va avoir lieu en Nouvelle-Calédonie un référendum pour décoloniser ce territoire. Mais hier, une bonne nouvelle est venue rappeler que les beaux discours républicains ne suffisent pas. C'est celle de la victoire des Chibani de la SNCF, discriminés par une société d'État, de notre République. Ce qu'il faut en retenir, c'est que seule la lutte et les mobilisations payent. Mais surtout, que la République n'est pas un totem d'immunité contre les discriminations et le racisme.
Merci Youssef Brakni pour cet avis tranché, voilà, que vous pouvez aussi revoir en vidéo sur Facebook. Messieurs, avant de retrouver la suite de cette série de Redouane Moumine concernant la théorie du complot, avec ce titre, Redouane, tu nous le rappelles d'ailleurs, pour donner envie un petit peu aux auditeurs. Les Bretons contrôlent-ils la finance mondiale? Waouh, ça c'est du titre, messieurs dames. Hein. Eh bien, nous sommes en ligne avec Monsieur Hassan Boukhalifa, avocat au barreau de Paris, de Marseille et de Nîmes. Bonsoir maître. Bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les auditeurs de France Maghreb 2. Alors maître, on vous a invité parce que hier, eh bien, on a appris la garde à vue de Tariq Ramadan dans une enquête pour viol. Garde à vue prolongée ce matin, une garde à vue qui ne devrait pas dépasser les 48 heures, c'est le délai légal hein, dans ce type de procédure, maître. Oui, que risque-t-il Tariq Ramadan? Alors en effet, vous l'avez rappelé, Tariq Ramadan est visé par 2 plaintes. Alors les qualifications juridiques, c'est le viol qui est un crime et les violences volontaires. Il est l'objet de 2 plaintes pour viol et violences volontaires. Une information a été ouverte donc par le parquet, c'est ce qu'on appelle une information préliminaire. Et c'est la première fois depuis hier matin que Tariq Ramadan, si vous voulez, est entendu par les forces de police. Alors on lui a tout de suite notifié, bien sûr, sa mise en garde à vue. Il a été convoqué donc par les OPJ, les officiers de police judiciaire. Cette garde à vue, légalement, c'est prévu par notre code de procédure pénale, elle est de 24 heures. Elle a été prolongée, en effet, vous l'avez dit, ce matin, de 24 heures. Donc, ça va être le maximum qu'on puisse prolonger au niveau de la garde à vue de Tariq Ramadan. Et lorsque on est en garde à vue, il faut savoir que la garde à vue est régie par les dispositions de notre droit pénal. Il faut bien savoir que toute personne en garde à vue, et même toute personne mise en examen, s'il s'avère qu'il soit mis en examen à l'issue de cette garde à vue, doit être considéré comme quelqu'un de présumé innocent. Alors, avant de voir le problème de la présomption d'innocence et ce qu'il risque, parce que le viol, c'est un crime, donc qui dit crime dit une peine assez lourde. S'il s'avère en effet que les 2 plaignantes, dont une connue, une autre qui a voulu garder l'anonymat, l'accuse pour des faits de viol et de violence volontaire. Il faut savoir qu'en garde à vue, vous avez un certain nombre de droits. Tout d'abord, la garde à vue, elle est décidée donc par un officier de police judiciaire, qui peut être un policier ou un gendarme. C'est l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs de notre justice. Tout d'abord, poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée, garantir également la présentation de la personne devant la justice, empêcher éventuellement la destruction d'indices, empêcher une concertation avec des complices, empêcher toute pression sur les témoins ou la victime. Et lorsqu'une personne est mise en garde à vue en France, c'est simplement que le procureur de la République pense qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que cette personne mise en garde à vue a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni par une peine de prison et non pas par une simple amende. Donc la durée de la garde à vue, c'est 24 heures, c'est la durée minimale. Elle peut être prolongée de 24 heures. Elle a été prolongée ce matin en ce qui concerne Tariq Ramadan. Il faut savoir que la durée maximale de la garde à vue en France peut atteindre 96 heures et même 144 heures pour des affaires de terrorisme. Il a un certain nombre de droits de la défense qui sont respectés. Il a le droit d'avoir un avocat, bien évidemment, dès le début de la garde à vue. Il a le droit de voir un médecin. Il a le droit éventuellement d'avoir un interprète, même si je pense que dans le cas de Tariq Ramadan, ce n'est absolument pas nécessaire. Et c'est vrai que durant cette garde à vue, donc depuis hier matin, on le confronte à ces 2 plaintes, dont une... Ah, on a perdu Maître Hassan Boukhalifa qui est en train de nous expliquer en direct, bien sûr, cette garde à vue donc concernant Tariq Ramadan, effectivement depuis hier matin, et on a appris donc ce matin le fait que cette garde à vue ait été prolongée. Donc on essaye de voilà, Maître, c'est bon, vous a retrouvé, vous êtes là?
Oui, ouais, parce qu'on vous avait perdu un petit peu là, voilà. Donc, alors pour faire simple, maître, pour que les auditeurs comprennent bien aujourd'hui de quoi il s'agit. Donc la garde à vue, vous avez rappelé un petit peu en général les principes de la garde à vue, les droits. Demain matin, qu'est-ce qui va se passer, maître Boukhalifa, pour Tariq Ramadan? Est-ce qu'il peut ressortir libre sans aucune poursuite? Et si toutefois il y a poursuite, quel type de poursuite peut-on imaginer? Alors en effet, à l'expiration du délai de la garde à vue, donc soit Tariq Ramadan sera remis en liberté, soit il sera déféré, c'est-à-dire présenté devant un juge ou bien au procureur qui décidera des suites à donner. Donc c'est simple, soit demain matin Tariq Ramadan il est libéré, ça veut dire que malgré les 48 heures de garde à vue, on a pensé que sa retenue, si vous voulez, devant les autorités de justice n'était absolument pas nécessaire, ou au contraire, on va le déférer devant le juge. Alors ça peut être le juge d'instruction, ça peut être également par la suite le juge de la liberté de la détention qui peut le mettre en détention, puisque c'est son rôle, donc qui peut l'envoyer en prison pour ce qu'on appelle la préventive, jusqu'à ce qu'il y ait le procès d'organiser. Alors il risque, si les faits de viol sont reconnus, une peine extrêmement grave, qui est de 15 années d'emprisonnement maximum, parce que je rappelle que le viol est un crime. Il est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, par contrainte, menace ou surprise. Tout acte de pénétration sexuelle est visé dans le code pénal, c'est l'article 222-23 de notre code. Ça peut être une pénétration buccale, vaginale, anale, par le sexe, par le doigt ou par un objet. Donc 15 années de prison. Merci pour la précision. Il faut savoir que c'est ramené à 20 ans d'emprisonnement si le viol est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes. Voilà quelles sont les peines encourues par Tariq Ramadan si les faits de viol sont avérés absolument à l'issue de ces gardes à vue. Juste une petite question, en tout cas merci pour votre réponse à chaque fois extrêmement détaillée, messieurs, je pense qu'on peut pas faire mieux. Et une petite question par rapport au procès des Chibani qui a eu lieu hier. Alors vous savez que la SNCF a été condamnée pour discrimination. Oui. Il y a le terme, peut-être que vous pouvez nous expliquer, mais alors rapidement maître, si vous permettez, le terme exécutoire, parce que on sait que chaque Chibani, ils sont 848 de mémoire, vont toucher entre 200 et 250 000 euros. Exécutoire, ça veut dire que la SNCF doit les payer maintenant? Absolument. Lorsque une décision a un caractère exécutoire, il faut absolument que ce soit écrit noir sur blanc sur l'arrêt de la cour d'appel, puisque ici les Chibani, dont j'ai déjà évoqué d'ailleurs l'affaire à plusieurs reprises dans l'émission juridique Bonjour Maître, donc à partir du moment où c'est exécutoire, la SNCF doit régler les sommes pour lesquelles elle a été condamnée. Donc vous l'avez rappelé, ce sont des sommes extrêmement importantes pour les 848 Chibani marocains qui poursuivaient la SNCF pour discrimination. Si la SNCF décide de se pourvoir devant la Cour de cassation, ce qui risque d'arriver, cela n'enlève rien au fait qu'elle doit d'abord régler et par la suite, nous verrons ce que dira la Cour de cassation. Mais ce qui est important de noter, c'est que la Cour de cassation ne jugera pas sur le fond, elle jugera uniquement sur le droit, c'est-à-dire est-ce que la Cour d'appel a utilisé tous les moyens légaux pour rendre cette décision. La Cour de cassation ne juge jamais sur le fond. La Cour de cassation, soit elle confirme l'arrêt des cours d'appel, soit elle renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel. Donc exécutoire, ça veut dire que les Chibani pourront recevoir enfin, et je m'en félicite et je pense que tout le monde s'en félicite, les sommes qu'ils ont droit du fait de la discrimination scandaleuse de la compagnie nationale SNCF. Formidable, donc c'est une double victoire messieurs, Youssef, Redouane, hier pour les Chibani de la SNCF. Exécutoire, ça veut dire mesdames, messieurs, vous qui nous rejoignez maintenant, que ces Chibani vont pouvoir toucher cet argent, et on parle de grosses sommes, entre 200 et 250 000 euros par personne, par Chibani. Donc c'est donc une somme que doit s'acquitter tout de suite la SNCF. Il le mérite parce que dans cette affaire scandaleuse, c'est quand même 12 années de procédure pour certains. Il faut savoir que la quasi-totalité des plaignants avaient obtenu gain de cause, je l'avais rappelé, devant les conseils de prud'homme en septembre 2015. Notre justice est lente, mais c'est vrai qu'on est en 2018, en février maintenant 2018, la décision a été rendue hier par la Cour d'appel. C'est vrai que c'est lent, mais des fois ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout, et la Cour d'appel a enfin, si vous voulez, donné une décision décisive, favorable
à ces 848 Chibani qui ne réclamaient que leurs droits. Merci Maître Hassan Boukhalifa, avocat au barreau de Paris, de Marseille et de Nîmes, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir apporté quelques éclaircissements concernant d'une part Tariq Ramadan et les risques qu'il encourt donc à l'issue de sa garde à vue qui va se terminer normalement demain matin, et de nous avoir aussi éclairé sur le thème exécutoire que l'on a pu voir apparaître dans la décision du tribunal hier de la cour d'appel, donc concernant le sort des Chibani marocains qui ont, pour le coup, je pense qu'on peut le dire, obtenu une double victoire. La condamnation effectivement de la SNCF pour discrimination, mais aussi le fait de toucher les sommes, donc puisque c'est exécutoire, entre 200 et 250 000 euros par Chibani, et ils sont au nombre de 848. Belle victoire, merci beaucoup maître. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation, Christophe. Au revoir. À bientôt, mon cher ami Maître Hassan Boukhalifa. Alors lundi, vous le retrouvez de 15h à 16h. Lundi prochain, il sera malheureusement pas là parce qu'il sera en déplacement. Mais en tout cas, retrouvez-le sur France Maghreb 2 tous les lundis de 15h à 16h pour son émission Bonjour Maître. Merci d'être avec nous, avec Youssef Brakni, avec Redouane Moumine. On a écouté, juste avant d'accueillir Maître Hassan Boukhalifa, l'avis tranché de notre ami Youssef Brakni. Je m'y perds dans les noms. Voici maintenant celui de Redouane Moumine, un avis tranché qui se veut être un avis tranché sous forme de série. On en est à l'épisode 3 sur la théorie du complot. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Avec ce titre, Redouane Moumine, pour le 3e épisode de cet avis tranché autour de la théorie du complot, les Bretons contrôlent-ils la finance internationale ? Exactement. Alors dans les épisodes précédents, pour les auditeurs qui rattrapent en cours de route, donc je racontais mes aventures de professeur et j'essayais d'aborder donc les théories du complot avec mes élèves pour les aider à prendre du recul et être mieux armés contre les intox. Et à chaque fois, ils apprennent, mais moi aussi. Et à chaque avis tranché, donc, je souhaitais partager avec vous une leçon que j'ai pu apprendre dans le cadre de mes expériences. Cette fois-ci, je voulais vous parler de ce qu'on appelle l'apagogie. Alors, qu'est-ce que c'est l'apagogie ? C'est un nom barbare. L'apagogie, en fait, c'est le raisonnement par l'absurde pour faire des théories. C'est-à-dire, quand je veux démontrer qu'une théorie est fausse, je vais proposer une contre-théorie avec les mêmes éléments parallèles, et en prouvant que ma deuxième théorie, en fait, est farfelue, ça va me permettre de remettre en question la première théorie. J'ai eu cette idée en travaillant donc avec des élèves quand j'étais au Maroc, et j'avais constaté qu'il y avait un antisémitisme ordinaire assez inquiétant, beaucoup de fantasmes sur la communauté juive. Les juifs, ils contrôlent la finance mondiale, ils ont des secrets, ils fomentent certaines choses. Eh bien, chers auditeurs, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Attention, le second degré arrive. La vraie menace, ce ne sont pas les juifs, ce sont les Bretons. Les Bretons, c'est une communauté toute particulière en France. Ils ont une forte identité. Ils ont leur langue, leurs médias TV, leurs références, et ils ont même leur propre humour. Certains se considèrent tout de même français, mais la plupart ne sont que Bretons. Et ils ont une sacrée histoire, ces Bretons, avec une sacrée diaspora, tout de même. On en trouve partout dans le monde, des Bretons. On en trouve des colonies au Canada, dans le nord de l'Europe, aux États-Unis, au Brésil et même en Afrique. Certains décident de faire leur alia et de revenir pour la retraite en Bretagne. Déjà, on doit le rappeler, ils ont leur propre quartier à Paris, Montparnasse. Quand on se balade dans les rues à Denfert-Rochereau, ça parle breton. Ils ont leur propre sentier à eux, avec Cache-Cache, Morgan, Armor Luxe, Puma, Volpov et La Redoute évidemment. Certains ont réussi dans la chanson et le théâtre, mais à la base les Bretons quand même c'est des commerçants. Qui connaît la famille Guillemot, propriétaire d'Ubisoft, la première entreprise de jeux vidéo au monde? Bah, c'est des Bretons. La famille Argan et Yves Rocher, la famille Leclerc, du même nom que les supermarchés. Je vous l'ai dit, ils sont partout. Les plus connus font partie des grosses fortunes mondiales. Alors d'abord, évidemment, nous avons François Pinault. Qui est François Pinault? C'est quand même le premier groupe mondial en termes de cosmétiques et d'export de luxe, avec Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron et Gucci. Vous avez Bolloré. Ben oui, Bolloré, son empire commercial en Afrique et en Asie, qui possède évidemment Canal+. Et vous avez aussi Martin Bouygues. Bon, il est breton par sa mère, mais ça compte quand même. Propriétaire de TF1 et spécialiste dans le BTP. On pourrait aller très loin comme ça, jusqu'à la question fatidique. Est-ce que les Bretons contrôlent la finance mondiale? J'aimerais dire une seule chose, Kerviel, il est breton. Après, il y a la question évidemment du politique.
Est-ce qu'ils sont présents dans le politique? Est-ce qu'ils ont des lobbies? Est-ce qu'ils influencent les grandes décisions? Je vous rappellerai quand même qu'on a 2 ministres qui sont bretons. Jean-Yves Le Drian et Richard Ferrand. En plus, ils sont corrompus. Tous des pourris, ces bretons. Est-ce qu'il y a un complot breton? J'aimerais dire 2 choses. La première, le complot de la laïcité. Aristide Briand, qui a rédigé le projet en 1905, c'est un breton. Et j'aimerais dire encore une autre chose sur le complot. Il est lié au fait que nous avons un lobby breton qui organise toutes les semaines j'ai oublié la pâtisserie, le traiteur, c'est Place de la Madeleine. J'ai oublié son nom. C'est le traiteur Fauchon, pardon. Et ben chez Fauchon, nous avons les rendez-vous celtiques une fois par semaine où les entrepreneurs, les avocats et certains politiques bretons se rencontrent pour discuter. Dans le plus grand secret, on ne sait pas de quoi ils parlent, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a un complot breton? C'est la question que je vous pose. Pour moi, non. Et il n'y a pas plus de complot juif. Merci Redouane. Dans le cadre de son avis tranché, Youssef, petite réaction? Franchement, c'est très drôle. C'est très bien amené. Voilà, mesdames, messieurs. Bon, évidemment, tu dis pas que les Bretons sont tous pourris, hein, Redouane. Attention, hein. Ah bah non, mais là, parce que tu sais qu'il y a le Drian, franchement, le Drian, on peut. Hein. Je nous imagine en train de siroter tous les 3 une bière sans alcool sur une terrasse à Paris et en train de faire la conversation de comptoir. Est-ce qu'il y a un complot breton? Pourquoi tu parles de bière sans alcool? Je déteste la bière en plus. C'est vrai? Ah ouais. Le goût avec le goût de... Ouais. Une chicha, moi c'est bien. Alors tu parles de chicha. La pipe orientale, hein, j'ai envie de te dire. Mon cher Youssef, attention, tu viens de dire quelque chose qu'il fallait pas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui il y a une chasse à l'homme organisée par certains sites. Je cherche le terme, mais certains sites de la communauté qui déclarent la guerre à la chicha parce que, selon eux, c'est haram. Et ils invitent les parents à prendre ce problème à bras-le-corps pour que les jeunesses arrêtent d'aller dans ce genre d'endroit, dans les chichas. Pour eux, c'est un lieu de débauche et la chicha est haram. Je vous invite à aller chercher les sites, d'ailleurs, vous n'allez pas mettre longtemps à le trouver. Ouais, mais bon, on va remonter leurs penseurs, et je suis sûr qu'ils sont plus haram de ce côté-là que du côté de la chicha. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très drôle. En tout cas, est-ce qu'il y aura un 4e épisode? Ah, mais évidemment. Ah, est-ce que on peut avoir un petit indice sur le titre? Non. D'accord. Ce sera la surprise. La semaine prochaine? Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Bon, eh bien restez bien avec nous. Vous avez vu, on est bien installé tranquillement avec vous, avec vous, chers amis. Vous pouvez revoir d'ailleurs les 2 avis tranchés sur Facebook. Christophe, le grand forum, c'est là que ça se passe. Hein, n'hésitez pas. Dans un instant, on va s'attaquer on va essayer de décortiquer rapidement le voyage de Macron. On va aussi parler du Haut Commissariat qui justement étudie les différentes entreprises qui travaillent dans les colonies, dans les territoires occupés. Ça commence à agacer Israël quand même, BDS, même si ça représente pas grand chose finalement. Ça les agace plus que ça les agace. Ils ont quand même déclaré que BDS était un ennemi stratégique. Oui, voilà. Mais voilà, on va essayer quand même de minimiser un petit peu les choses parce que ils déclareraient organisation terroriste. Voilà. Et puis alors, on n'oubliera pas aussi le Figaro, parce qu'il faut qu'on s'y attarde aussi sur le Figaro et ses questions insidieuses et qui laisse justement aux tweetos, parce que ça s'est passé sur Twitter hier avec un sondage d'ailleurs qui va vous faire rigoler sur la langue arabe, et les gens se lâchent dans les commentaires, et la SDJ, donc le syndicat des journalistes du Figaro, s'est désolidarisé de la question du Figaro hier. On en reparle de tout cela dans un instant avec vos appels évidemment. 01 40 33 9000. Calmez-vous, on est de retour très vite après la pub. LGF, le grand forum avec Youssef Brakni, avec Redouane Moumine qui sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Alors messieurs, on vous rappelle la question du jour évidemment à propos de l'Égypte et de cette élection qui se profile à l'horizon. C'est pour le mois de mars prochain. Est-ce que cette élection va-t-il gagner à 95 ou à 97%? Bon, est-ce que cette élection est jouée d'avance selon vous pour le dictateur Sissi? Vous répondez sur Facebook, sur Twitter, LGF officiel sur Twitter, Christophe France Maghreb 2 sur oui aussi Christophe bien sûr, mais France Maghreb 2 sur Facebook. Alors, on va partir, si vous le voulez bien, messieurs, du côté de la Tunisie, parce que il y a Emmanuel Macron. La suite est fin maintenant, parce qu'elle est terminée de Macron en Tunisie. Donc, aujourd'hui, visite d'État. Le président français s'est exprimé tout à l'heure devant l'Assemblée des représentants du peuple à Tunis. Discours de près d'1 heure, discours en forme d'hommage à la révolution tunisienne. Écoutez plutôt. Vous avez conduit une véritable révolution culturelle. Et celle-là, vous l'avez réussi. Vous avez fait mentir ceux qui, partout dans le monde encore aujourd'hui, disent que des sociétés où l'islam est présent ne sont pas compatibles avec la démocratie. Et vous avez fait mentir ceux qui, là aussi, dans nombre de régions du monde, veulent faire croire que l'islam est là pour régenter l'État,
et que la séparation n'est pas possible. Vous les avez fait aussi mentir. Vous avez, par ce travail profond, construit un modèle unique. Alors, Macron, pour Emmanuel Macron, il faut soutenir donc ce modèle unique, mon cher Youssef. Mais c'est même pas vrai, parce qu'en plus la laïcité, entre guillemets, à la bourguibienne, je sais pas comment on pourrait appeler ça, qui est appliquée en Tunisie, c'est pas la même qu'en France, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Faut savoir que l'islam est religion d'État en Tunisie. Hein. Oui. Donc même si, enfin, il y a une petite brouille là avec Lazare, etc. Oui, enfin ouais, mais ça c'est voilà, c'est à Lazare, c'est plus ce que c'était, ça vaut plus rien aujourd'hui dans le musulman. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi je supporte pas du tout cette prétention française sur le modèle français qui marche pas du tout. La preuve, on est dans une société pas du tout apaisée, et on est dans une société où il y a comme eu l'une des plus grandes révoltes urbaines d'Europe même. C'était 2005. Oui, d'Europe, ouais. Villiers-le-Bel en plus qui s'enchaînait après. Je veux dire, l'ONU n'arrête pas d'épingler la France sur le traitement qui est fait des migrants, sur les violences policières, en parlant du cas d'Adama Traoré. Donc à un moment donné, ce modèle français qu'on va vanter partout, mais il marche comment en fait? À quelle heure? Redouane? Deux choses. Oui. Pour revenir sur ce que dit Youssef, la France est quand même un pays messianique et nombriliste. Et quand j'écoute Emmanuel Macron, je ressens toujours en fond cette espèce de paternalisme un peu latent de la part des politiques européens plus généralement, parce que l'Allemagne fait la même chose, l'Angleterre aussi, de dire c'est bien, vous progressez, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? On est face à un regard extrêmement condescendant. Par contre, au niveau de l'homme Macron et sa posture, j'ai très peu de sympathie pour Macron, et je pense que les auditeurs ont dû s'en rendre compte, mais vraiment il est bon. Objectivement, il est bon sur les questions internationales. Il est bon, Youssef? Macron? En fait, forcément, il peut être que bon. En fait, il est bon par rapport à ce qu'a fait Hollande, en fait. Et notamment Fabius. Donc c'est clair que lui sur les questions internationales, c'est clair que ça paraît, voilà, on revient un peu à un équilibre. En fait. Pour faire simple, on n'a pas honte quand Macron part à l'étranger nous représenter, puisque notre président nous représente. En fait, quand il est parti en Afrique, si. Jamais aucun président en Afrique subsaharienne, parce qu'il y a Tunisie aussi en Afrique, mais quand il est parti en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire au Burkina Faso, là c'est vraiment le colonialisme décomplexé et tout. En fait, Macron, ce que j'aime bien chez lui, c'est lui en moins, nous les militants, on n'a pas besoin de faire beaucoup de travail en fait. Par exemple, si on veut faire la démonstration que la France-Afrique existe encore, Macron il le montre bien. Ouais. Notamment avec le discours qu'il a fait au Burkina Faso où il s'est moqué du président, où il a remballé les gens sur la question coloniale, sur la question de la France-Afrique, ou ce qu'il a pu dire en Algérie, à Alger face aux jeunes là qui disaient mais pourquoi vous venez m'embrouiller avec ça et tout. Au moins il est sincère, c'est facile, c'est bien. Mais bon la question coloniale, il veut pas la régler, alors qu'il avait pendant la campagne fait une déclaration qui allait dans ce sens en disant comme quoi qu'il y avait que l'Algérie française c'était des crimes, etc. Et ça visiblement non, finalement il est vieux sur les idées par rapport à ça, et donc au moins avec lui c'est plus facile quoi, puis c'est à peu près équilibré. Mais bon, j'oublierai jamais que quand même c'est le seul président en France qui a dit que l'antisionisme était de l'antisémitisme. Bien sûr. Donc pour Macron, la Tunisie est un espoir et un laboratoire pour toute la région. Et une nouvelle fois, ce midi, Emmanuel Macron s'est engagé à soutenir la Tunisie pour l'aider à transformer l'essai en quelque sorte, consolider cette démocratie en aidant son économie en crise. Pour cela, il a promis entre autres de doubler les investissements français tout au long de son quinquennat, mais aussi d'accorder 500 millions d'euros supplémentaires de 2020 à 2022. Promis aussi de faire plus pour lutter contre le terrorisme, une aide accordée non pas en ami, a-t-il insisté, mais comme un frère ou une sœur, car pour Emmanuel Macron, la France a une part de responsabilité à assumer dans les difficultés que traverse la Tunisie face notamment à la menace terroriste et à ce qui se passe également en Libye. Écoutez cet extrait de ce discours prononcé donc devant le Parlement ce matin en Tunisie. L'Europe, les États-Unis et quelques autres ont une responsabilité quant à la situation actuelle. C'est indiscutable. Responsabilité qui a conduit, quoi qu'on pense d'un dirigeant, d'imaginer qu'on pouvait se substituer à la souveraineté d'un peuple pour décider de son futur. Qu'au fond, destituer un tyran suffisait pour régler tous les problèmes. Nous avons collectivement plongé la Libye depuis ces années dans l'anomie sans pouvoir régler la situation. Alors on peut pas lui donner tort, messieurs.
pour le coup, non? Il est très bon, mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il intervient sur les questions internationales, il y a à boire et à manger. Et en fait, il y en a pour tout le monde. L'objectif, c'est que tout le monde soit satisfait, chacun puisse prendre son petit morceau, soit satisfait. Et là, dans ce discours-là, comme ce précédent, il y a toujours les deux marqueurs. D'un côté, une géopolitique pragmatique, où on veut soutenir l'autodétermination des peuples, condamner l'ingérence, etc. Et de l'autre côté, les intérêts économiques. Alors, Youssef, pour ce qui est de Macron, pour régler la situation, justement, Macron Youssef a pas l'air d'accord. Comme un potentiel médiateur. Aujourd'hui, une troisième voie face à l'approche américaine, à qui il a réservé quelques pics d'ailleurs. On ne peut pas construire une politique arabe à des milliers de kilomètres, a-t-il dit, critiquant aussi l'approche de Donald Trump du conflit israélo-palestinien. Bref, reprenant les images qu'on a pu avoir tout au long de ce discours de ce matin, Macron a affirmé que la France pouvait avoir un rôle pour une vraie stratégie dans la Méditerranée. Peut-elle avoir un rôle pour une vraie stratégie dans la Méditerranée, Youssef? En fait, le problème avec la France, c'est qu'en fait, qu'elle soit en mode atlantiste pour Hollande ou là, à peu près équilibré troisième voie, en fait, à la chiracienne, en fait, en vrai, il invente rien. Ouais. En fait, j'ai l'impression que dans les deux cas, elle a plus de marge de manœuvre, en fait. Elle compte pas vraiment. Elle compte plus vraiment. On voit comment, là, Trump, on voit la puissance américaine, en fait, parce que Trump, il peut comme ça, d'un coup, unilatéralement dire que Jérusalem est la capitale d'Israël. Ouais. Et en vrai, dans les faits, c'est un impact quand même. C'est un impact considérable. Après, la France peut dire, l'Europe peut dire, comme ça, etc., un peu sur le côté. Mais en vrai, c'est pas la même, on voit que c'est pas le même niveau, là. C'est quand même autre chose. Là, ça a quand même un impact considérable, même symboliquement. C'est pas rien, d'avoir un soutien comme ça aussi, puissant derrière Israël. Et on le voit d'ailleurs, parce qu'Israël se comporte vraiment comme il le souhaite. Ouais. Il peut bombarder en Syrie à tout va, il peut aller rebombarder demain là au Liban, il bombarde de temps en temps, il fait des piqûres de rappel dans la bande de Gaza. Enfin voilà, je veux dire, c'est la France, en fait, quelle que soit la posture qu'ils vont adosser, enfin je veux dire, pour moi, elle n'a pas vraiment de rôle, et ça fait un moment déjà, quoi. Ça fait un moment. À la limite, pour qu'elle puisse peser, à la limite, il faudrait une voix européenne, quoi. Ça pourrait peser un peu Redouane, plus. tu partages l'avis de Youssef? Mais la France tout seul, je vois pas. Franchement, elle a pas de levier. Oui, complètement. Alors, vu qu'on est entre profs d'histoire, il y a un chapitre en géo, mais alors je sais plus dans quelle année du programme, c'est la France : une puissance moyenne à vocation mondiale, point d'interrogation. Oui, en terminale. Et oui, c'est en terminale. Ouais. Et c'est la question qu'on pose aux élèves. Et aujourd'hui, je pense que si on devait en répondre, on dirait que cette vocation mondiale, elle s'est complètement effondrée, qu'aujourd'hui, la France n'a plus les moyens de la puissance qu'elle se revendiquait hier. Et actuellement, en ce moment, malgré les tentatives de Macron, elle est très isolée. Oui. Quels sont les alliés de la France aujourd'hui? Sûrement pas l'Allemagne, qui est en pleine crise politique. Sa voix est difficilement audible. D'un côté, elle est face à un Poutine qui tranquillement continue son chemin vers 4 mandats. De l'autre côté, il y a un Trump tout feu tout flamme. Quelle est la place de la France au milieu de tout ça? Aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment. Et la dernière chose qu'il faut rappeler, c'est qu'on paye les pots cassés des deux présidents précédents. Il n'y a plus de ligne politique claire. Surtout Fabius. Ouais. Mais oui, mais Fabius a dit que Assad ne méritait pas d'être sur Terre. Mais c'est quoi ce niveau? Et il avait dit que quel est ce niveau? Pendant ce temps-là, il travaille. Non, mais Front Nosra fait de bon boulot. Fait du bon boulot, et pendant ce temps-là, il travaille avec Sisi. Mais c'est quoi ce niveau? Et je rappelle qu'après, on a eu quelqu'un qui avait un encéphalogramme plat, qui était notre ancien député de Nantes. Ah ouais. J'ai oublié son nom. Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, mais Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères. Fallait voir les Premier ministre aussi. Ah mais non, mais déjà fallait voir les dépêches diplomatiques sur la fin du quinquennat de François Hollande. C'était une catastrophe. C'est ridicule, surtout que tout se jouait justement à la fin du quinquennat de François Hollande. Exactement. Mais franchement, rien que Fabius, ça montrait vraiment le niveau et surtout l'impact zéro sur la Syrie de la politique française. Et surtout, moi je rappelle l'affaire des Mistral quand même. Faut savoir qu'on a refusé de vendre des Mistral à Poutine pour les vendre à Sisi. Au nom des droits de l'homme quand même. C'est un truc de ouf. Bon, tiens, rapidement messieurs, parce qu'on a beaucoup, on est surchargé, mais est-ce que vous êtes favorable vous, à la nouvelle réforme concernant le bac? Pas du tout. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a apparemment c'est contrôle continu. Concrètement, ça veut dire c'est simple quoi. C'est déjà l'élitisme à fond, et surtout il y aura 2 bacs en fait. C'est-à-dire que 2 ou 3 4 bacs S, il y aura plus qu'un seul bac, je crois, c'est ça? Non, mais surtout plus de rattrapage. Surtout que comme il y a le contrôle continu, ça va être en fonction de ton lycée. En fait, ton bac, il aura le cachet de ton lycée. Ça veut dire que le bac passé dans 93, oui, c'est évident. Pas le même niveau que celui que tu passes à Paris. Non, mais on va pas se leurrer que effectivement avoir un 18 dans un lycée ZEP, REP+, comme on dit aujourd'hui, ou avoir 18 en REC4, c'est pas la même chose. On sait tous.
C'est beaucoup plus difficile d'avoir un 18 là-bas parce que le niveau il est plus resserré, c'est pas le même rythme, etc. Or, la sélection à partir du dossier maintenant, elle est déterminante. Pour une classe prépa, une école supérieure. Le nom de ton lycée d'origine, ça va énormément compter. Bon. Ça c'est évident. On aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, c'est pas fait. C'est pour 2021. On va vers le système à l'anglo-saxonne. Voilà. C'est-à-dire les bahuts les plus pourris, même s'il y a des plus pourris, pas pourris au sens physique, mais considérés comme les plus pourris par les institutions éducatives du pays, n'auront plus aucune chance, et donc va y avoir un exil des élèves qui réussissent le plus, où les profs leur diront mais partez d'ici. Ils vont les coacher même. Oui, ils vont les coacher pour les faire partir. C'est ce qui se passe déjà. Et il y aura ce qu'on appelle une fuite des cerveaux. Non mais même Macron il va être malin. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non mais vous inquiétez pas, pour les super bons élèves dans les quartiers populaires en REP+, on va leur donner une bourse, ils pourront partir. Donc en fait on va avoir un effet à l'anglo-saxonne, élitiste. C'est ça qui va se passer, c'est qu'en fait ça sera fini pour ceux qui seront un peu moyens ou qui essaieront de s'en sortir, etc. Parce que le bac c'est un diplôme national, que ce soit à Henri IV ou dans le 93, c'est le même bac. Mais ça sera fini ça. Mesdames, messieurs, et la dernière chose, la sélection à l'université. Juste après. Ça il a lancé par contre. Bon, ça on se réserve une émission là-dessus parce que c'est important. On attend de voir un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, ils sont en train de tester un petit peu. D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens dans la rue aujourd'hui pour protester qu'on soit. Il y a un appel à manif qui a été lancé par les syndicats étudiants. On verra si ça va être bien suivi pour le coup. Mais on a le temps, c'est pour 2021, donc on a le temps d'en reparler évidemment, bien sûr. Messieurs, juste à son arrivée hier, Emmanuel Macron en Tunisie, et il a été en quelque sorte accueilli par ce rapport de l'ONG Human Rights Watch qui dénonce la violence de la police tunisienne à l'encontre des manifestations récemment arrêtées et du refus également de leur donner accès à un avocat. Selon ce rapport, des personnes ont été arrêtées pour avoir distribué des tracts qui critiquaient en termes pacifiques la politique du gouvernement, demandaient davantage de justice sociale ou pour avoir aussi griffonné des simples slogans sur les murs. Écoutez les explications d'Amna Gilali qui est de Human Rights Watch sur ce sujet. Certaines des personnes arrêtées avaient été arrêtées dans un contexte et avec des méthodes qui étaient totalement arbitraires, dans des rafles nocturnes, les gens dormaient chez eux, ne participaient pas à ce moment-là à des actes violents, et ils ont été traînés de force, battus devant leur famille et emmenés dans un commissariat où ils ont également été battus. On les a donc maltraités pour essayer d'avoir des aveux sur leur participation à des actes de vandalisme ou autres. Et ce qu'on a remarqué dans tous ces témoignages qui sont concordants, c'est que toutes les personnes qui ont été arrêtées, d'après leur famille et d'après leur témoignage devant le tribunal, on leur a pas accordé le droit à un avocat en garde à vue, ce qui est totalement contraire au droit tunisien. Et donc, on est face à des pratiques policières arbitraires, avec des maltraitances, tout cela dans un contexte où il fallait plutôt répondre aux manifestations pacifiques avec beaucoup de prudence et d'écoute par rapport à ces demandes et à ces contestations qui sont au final légitimes. Voilà pour ce qui est en tout cas de Amna Gilali. Donc pour ce qui est de ce rapport de Human Rights Watch, messieurs, finalement la violence policière elle persiste en Tunisie. On parlait d'une répression policière féroce sous l'époque Ben Ali, elle est toujours présente apparemment. Mais c'est normal parce que c'est les mêmes déjà. Ils n'ont pas disparu, ils sont pas volatilisés. Faut savoir que tous les hauts fonctionnaires du ministère. C'est les Ben Ali sont toujours là. Bien sûr, mais quand Nahda a gagné les élections, ils ont mis un ministre. Je parle d'un Nahda 1. Il y a eu un ministre de l'Intérieur qui était de Nahda, mais il contrôlait absolument rien. Il contrôle absolument rien. Tout le monde sait très bien que quand on fait une révolution, c'est pas aussi simple. Comme s'il suffisait de renverser la tête. Mais en vrai, un État, c'est une administration, c'est ses fonctionnaires, etc. Et en fait, les bénalistes sont tous restés là. Ils sont restés au même poste. C'est la même police, c'est le même commissaire, c'est les mêmes pratiques. Donc comment voulez-vous que ça disparaisse comme ça? Il n'y a jamais eu aucune refondation de la police tunisienne. Il faut savoir que c'est une police qui a été faite sur un modèle, qui a été faite sur le modèle de réprimer sa population, d'avoir comme ennemi principal la population, la société civile, les opposants politiques. C'était une police politique qu'il y avait en Tunisie. La Tunisie, c'était pas un régime militaire, c'était un État policier, où la police avait des énormes pouvoirs vis-à-vis de l'armée. Alors, comment a réagi Emmanuel Macron face à cela? Eh bien, il a commenté ces allégations, affirmant que ces arrestations avaient bien été conduites dans le contexte d'un état de droit. Il y a une constitution exemplaire pour la région et bien au-delà, elle garantit la liberté d'expression et le droit de manifester est reconnu. Elle organise, cette constitution donc, la séparation de la justice, a-t-il dit, lors d'une conférence de presse avec son homologue, le président tunisien qui s'est défendu, Béji Caïd Essebsi, de ces accusations et qui a donc reçu le soutien appuyé d'Emmanuel Macron. Le président français a appelé, je cite, à ne pas ravaler les démocrates, même imparfaits, au même
affirmeront que les despotes et les tyrans, la Constitution, les règles de droit existent et sont respectées, a-t-il encore dit. Et voici maintenant les explications de Béji Essebsi hier en conférence de presse avec Emmanuel Macron. La Tunisie est un pays démocratique. Notre démocratie ne date pas depuis 2 siècles. Elle date depuis à peine 3 ans. Nous respectons le droit de manifester. Mais dans ces manifestations, il y a toujours des casseurs. Ces casseurs, on doit leur donner un certificat de bonne vie et mœurs. Eh bien, on les poursuit parce que nous avons des acquis à défendre. Mais, je vous garantis qu'il n'y a pas une seule arrestation sans l'avis de monsieur le procureur de la République. Ici, en Tunisie, il n'y a pas de débordement sauvage. Il y a un pays qui essaie de fonctionner. Il faut tout de même ne pas nous juger un peu comme si nous sommes dans une démocratie depuis des siècles. Non, nous sommes depuis 3 ans seulement, plus le mois de janvier de cette année. Voilà, Essebsi donc qui parle d'une démocratie naissante en fait, donc qui demande à ne pas être jugé tout de suite. Youssef, ça te convainc ou pas? Non, en plus lui-même déjà c'est un ancien du régime, déjà c'est un ancien très proche de Ben Ali, donc voilà, c'est les mêmes mensonges qui continuent. Mais après ce qui est intéressant avec Macron, c'est qu'il défend toujours certains sur le voilà, on n'a pas de leçons à donner, etc. Mais par contre Poutine, si on peut, Poutine on peut faire des leçons, Erdogan on peut faire des leçons. Erdogan il a été un peu plus mesuré quand même, faut dire la vérité, faut être honnête. Mais Poutine, je me souviens qu'il avait fait la leçon sur les droits de l'homme, etc., etc. Et donc là, voilà, c'est les alliés toujours non, on s'ingère pas, j'ai confiance à un état de droit. Franchement, la Tunisie, on s'ingère pas, non, il défend carrément pour le coup là. Hein. Non mais c'est bien, oui, voilà, où il qualifie la Tunisie d'état de droit, faut pas rigoler, comme il y a eu 200 arrestations. Ouais. 200 arrestations. Bon. Je précise que vous pouvez voir d'ailleurs toutes les vidéos lors de cette visite officielle, qui était la première visite officielle dans un pays arabe. Tant est que la Tunisie soit un pays arabe, mais bon, dans le Maghreb en tout cas, depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron donc est parti en Tunisie. Toutes les vidéos et les grands moments de cette visite d'État sont sur notre Facebook France Maghreb 2. On va parler maintenant, si vous voulez bien, rapidement de BDS, puisque les débats sur BDS chauffent depuis le mois de novembre, lors duquel l'Union européenne, vous en souvenez certainement, a publié des directives pour l'étiquetage des produits issus des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens et syriens occupés, ce qui a suscité également l'inquiétude d'entreprises en Cisjordanie, sur le plateau du Golan et dans la vallée du Jourdain, face notamment au danger de perdre beaucoup de marchés. Et pour le coup, suite à cette politique, les produits en provenance de ces zones sont facilement identifiables maintenant et soumis à des frais de douane plus élevés que les produits importés d'Israël, qui a conclu un accord de libre-échange avec l'Union européenne. L'entreprise, notamment SodaStream, Teva et quelques autres, ont toutes déménagé, alors que des signes indiquent d'autres fermetures pour être en projet pour l'heure. Selon le groupe Kutchalam, qui surveille les entreprises israéliennes opérant en Cisjordanie, 20 à 30% de l'ensemble des entreprises israéliennes qui s'y trouvent ont fermé leurs portes, se sont délocalisées au cours des 20 dernières années. La législation, en tout cas de l'Union européenne, qui exige l'étiquetage du lieu d'origine affecte principalement les produits agricoles, 20 produits cosmétiques, qui représentent au total moins d'1% de l'ensemble des exportations israéliennes vers l'Europe. Malgré cela, les responsables politiques israéliens font part de leur inquiétude au sujet de BDS, et beaucoup ont condamné ces pressions qu'ils jugent discriminatoires et, devinez quoi, le terme qui est évidemment employé dans la bouche préférée des Israéliens, c'est antisémite. Antisémitisme, bien sûr. Voilà. Alors, sans BDS, évidemment, même si je le dis, ça représente pas grand chose finalement, quand on regarde de plus près les chiffres. Et pourquoi ça les inquiète? Pourquoi ça les inquiète? Parce qu'en fait, ça peut se propager, et il faut savoir qu'Israël est beaucoup sur ce qu'on appelle le soft power, sur l'image, etc. Et ça, c'est très important pour un pays. Ouais. Et on sait que c'est ce qui a coûté cher à l'Afrique du Sud. C'est vrai que l'agriculture, en fait, ça représente pas tant que ça dans l'économie israélienne. Mais en fait, ça sert à la normalisation d'Israël. Quand tu te promènes au supermarché, tu vois des produits israéliens, tu vois, ça participe. En fait, Israël, tu dis, c'est un état comme les autres, etc. Mais en fait, les oranges qui sont là, il y a du sang à l'intérieur, en réalité. C'est fait sur le sang des Palestiniens, et c'est concret. Concrètement. Je rappelle qu'on a évoqué l'affaire Lidl de la Porte d'Orient, où la police a été intervenue. Est intervenue donc à la demande des clients, et ils ont déposé une main courante parce que c'était les avocats qui étaient marqués Maroc alors qu'ils étaient dans des cartons Israël. Et surtout, je terminerai là-dessus, c'est que en fait l'Union européenne ne fait rien. En fait, elle ne fait qu'appliquer la loi.
en fait, ils sont obligés de marquer quand c'est des territoires occupés. C'est les règles de l'Union européenne. Faut savoir qu'un autre cas qui divise énormément, c'est le cas du Sahara occidental. Faut savoir que l'Union européenne a condamné, a arrêté un programme commun avec le Maroc, je sais plus exactement, sur l'agriculture, à cause du fait qu'ils occupaient le Sahara occidental. Donc pourquoi pour le Maroc ça s'applique? D'accord, et pas pour les territoires occupés, parce qu'en fait ça correspondait aux produits agricoles qui étaient faits sur le territoire du Sahara occidental, que l'Union européenne ne reconnaît pas comme faisant partie des territoires marocains. Mais il se trouve que là, pour un cas on applique, pour l'autre c'est antisémitisme, etc. Je rappelle, Redouane, ami auditrice auditeur, que le Haut Commissariat donc à l'ONU, surveille, j'allais dire, 206 entreprises tout particulièrement donc qui exercent dans les colonies des territoires occupés. Juste pour finir, parce que le temps passe super vite, tiens, si je vous donne 2-3 commentaires que j'ai regardés sur le Figaro. Par exemple, tiens, on est chez nous et on a le droit de ne pas accepter d'être envahi, ou encore il serait sans doute bon de connaître la langue de l'ennemi. Les réponses au sondage publié hier par le compte Twitter du Figaro.fr a laissé libre cours à des sorties quelque peu racistes. Êtes-vous favorable à l'enseignement de l'arabe, à l'adoption au sein des écoles publiques? Pouvait-on lire hier en fin d'après-midi sur Twitter, devant le tollé provoqué par ce sondage. Donc la SDJ, qui est le syndicat des journalistes du Figaro, a tenu à prendre ses distances en quelque sorte avec l'équipe digitale du journal. La SDJ du Figaro se désolidarise de cette question insidieuse, peut-on lire donc sur le compte Twitter du syndicat, qui ajoute d'autant plus que l'arabe est déjà enseigné comme option dans l'enseignement public. La responsable sociale média du Figaro, suite au message de la SDJ, se défend de toute volonté de polémique. Il s'agit, écrit-elle, d'une question posée dans le cadre de l'émission Point de vue, en lien avec les propos de quelqu'un qui défend l'intérêt de l'apprentissage de l'arabe à l'école, sauf que le Figaro n'en est pas à son premier sondage polémique. En septembre 2014, souvenez-vous, le journal demandait à ses lecteurs s'ils estimaient suffisante la condamnation des musulmans de France suite à l'assassinat d'Hervé Gourdel en Algérie, avant de supprimer la question devant la polémique naissante. L'objectif donc, outre de faire du clic, semble évidemment de laisser les lecteurs déverser des propos haineux contre une communauté bien définie, même si les responsables digitales au Figaro assurent modérer les propos jugés racistes. Eh bien, on imagine ce que ça peut donner s'il ne modérait pas. Bon, Youssef, le Figaro, on est le Figaro et valeur actuelle, quelle est la différence aujourd'hui, quoi? C'est ça que tu vois, depuis qu'il y a la question de l'islam qui est apparue comme ça aujourd'hui depuis les années 2000, c'est devenu le valeur actuelle. Redouane. On doit pas oublier qu'au Figaro, il y a un monsieur qui s'appelle Yvan Rioufol qui a quand même dit. Il y a Alexandre aussi, comment il s'appelle lui? De Vecchio, l'ami de vraiment islamophobe lui. Il faut pas oublier qu'Yvan Rioufol a dit il y a quelques semaines sur CNews que 50% des jeunes de banlieue soutenaient les théories de Daesh. Ah oui, bien sûr. Donc on est dans un délire psychotique et paranoïaque de la part de la rédaction du Figaro qui est assez affligeante. Et j'imagine déjà le prochain sondage qu'ils vont demander, c'est peut-on utiliser le Coran pour faire des dictées en classe de 3e? Non mais l'arabe est enseigné au CP, je tiens à le dire. Oui, bien sûr. Najat Kassem qui était détesté par le Figaro et par Valeurs Actuelles d'ailleurs, qui était considéré comme un cheval de Troie et qui a mis ça en option. Oui, c'est vrai. Ça se passe au bac depuis 30 ans. Non, mais surtout que ce qui est intéressant avec la langue arabe, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'au 19e siècle, par exemple, l'aristocratie parlait arabe. En fait, c'était bien vu parce que c'est la langue de la science. C'est la langue des sciences, de l'astrologie, de la géométrie, etc., etc. Et en fait, même de la grande poésie arabe, etc. Et c'était un marqueur social à l'époque par l'aristocratie, de savoir parler arabe. Il faut aller à Nilalco en cours d'arabe pour voir tous les bourges, tous les aristos qui apprennent l'arabe. Et il y a très peu de descendants d'immigrés ou d'origine arabe qui l'apprennent. Donc quand ils l'apprennent, de toute façon, ils sont moins. Vous savez qu'il y a un système de notes où ils sont moins avantagés que de fait que les autres. Ouais. Parce qu'ils considèrent que c'est leur langue maternelle et tout. Je sais pas pourquoi. Mais même dans les collèges spécialisés là qui font passer le brevet en 3 ans au lieu de 4. En classe de 5e, ils commencent, c'est soit russe, soit arabe. Bah oui, bien sûr. Bon, messieurs, dans un instant, coup de cœur et Libertad à suivre sur France Maghreb 2, ça passe super vite. C'est Youssef Bouakni et Redouane Moumine qui sont avec nous aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous appeler dans Libertad, mais avant cela, les coups de cœur. J'ai hâte de les écouter, les coups de cœur. Je sais pas pourquoi aujourd'hui. Mon petit doigt me dit qu'ils vont être sympas. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, dans un instant, messieurs, dames, c'est Libertad. Vous allez pouvoir nous appeler, évidemment, sur France Maghreb 2. Mais juste auparavant, eh bien, on va écouter, si vous le voulez bien sûr, les coups de cœur du LGF aujourd'hui avec Youssef Bouakni et Redouane Moumine. Jingle. France Maghreb 2, le coup de cœur. Le premier coup de cœur, il est signé Youssef Bouakni.
Oui, alors c'est une affaire qui est très suivie par Radio France Maghreb, par votre équipe, par toi Christophe et les autres chroniqueurs. C'est le comité Vérité pour Yacine d'Aulnay-sous-Bois, notamment à la sœur et le frère qui se battent depuis maintenant plusieurs mois. Malheureusement, pour savoir la vérité autour de la mort de leur frère Yacine, qui a été retrouvé mort dans une cave. Faut savoir qu'ils ont la preuve que la procureure de la République de Bobigny a menti. Elle a délibérément caché des faits sur la mort de Yacine. Il faut savoir qu'ils ont tout de suite dit que c'était une overdose. Maintenant, on sait que c'est pas du tout ça qui est la cause de la mort. Mais il se trouve que BFM TV a diffusé un reportage diffamatoire mensonger sur cette affaire. Eh bien, le comité Vérité pour Yacine s'est mobilisé. Chaque samedi, ils étaient devant BFM TV. Ils ont pas lâché pendant plusieurs semaines. Et au bout de plusieurs semaines, la direction de BFM TV a lâché, les a reçus. Et hier, devant le tribunal de Bobigny, Bilal a pu passer en direct à BFM TV en direct, je tiens quand même à le dire, et il a pu donner sa version et apporter un démenti au premier reportage de BFM TV. Donc voilà, il faut le saluer parce qu'en fait, ça montre que il y a que la lutte qui paye. Il faut toujours se mobiliser, il faut jamais lâcher. Parce que j'entends beaucoup de discours défaitistes sur ouais, ça sert à rien de militer, ça sert à rien de descendre dans la rue, ça sert à rien de se mobiliser. Là, si on le voit que ça sert, on le voit ici, on le voit aussi. La bonne nouvelle d'hier, la deuxième bonne nouvelle, c'était les Chibani de la SNCF. Merci Youssef Brakni pour ce coup de cœur, effectivement une affaire qu'on a beaucoup suivie, donc l'affaire Yacine. Pour le coup, on va tout de suite, le temps que on échange de place, on vous explique tout, les auditeurs auditrices, pour le deuxième coup de cœur. C'est un coup de cœur que je ne sais pas à quoi s'en tenir parce que en fait c'est un coup de cœur qui est réservé un anonyme, mon cher Edouard Moumine. Oui, alors en fait mon coup de cœur s'est passé lors de l'université d'été de la France Insoumise à Marseille, donc lors d'une conférence sur la mobilisation politique dans les quartiers populaires. Et mon coup de cœur s'appelle Youssef Brakni. Alors, durant cette conférence à laquelle j'ai assisté de la France Insoumise, il y avait 6 intervenants, dont un certain Youssef Brakni, que je ne connaissais pas, qui représentait donc le collectif Vérité et Justice pour Adama Traoré. Au moment de prendre la parole, ça a décapé avec Youssef. Décrivons d'abord le public de la France Insoumise. Donc on a un public majoritairement blanc, majoritairement plus de 45 ans, intello et majoritairement provincial. Successivement, Youssef nous a raconté les circonstances du décès de Adama Traoré et les incarcérations suite au mouvement de contestation à Beaumont-sur-Oise. Puis il nous a parlé du décès de Lamine Dieng, achevé par la police. Abdelkader Bouziane, une balle dans la tête. Curtis, Zied, Bouna. Et dans la salle, d'un coup, silence de plomb. Puis il nous raconte l'histoire d'Ali Ziri, ce retraité qui a trouvé la mort dans une garde à vue à Argenteuil. Coup de massue sur l'auditoire. Les mots sont forts et choquent les plus âgés. Liens rompus, abandon, assassinat, politique néocoloniale, crûment, noir et arabe. Je vous parle de mort, en France, dit Youssef. Par ma couleur, je peux rentrer chez moi et perdre la vie, ici en sortant. Ça commence à chuchoter dans la salle. Puis vient le moment des bilans et de la critique. Parmi vous, leur demande Youssef, qui a manifesté pour la loi travail? Alors là, presque tout le monde lève la main. Maintenant, reprend Youssef, qui est venu à la commémoration le 22 juillet pour Adama? Où étiez-vous? Alors là, il y a peu de présents qui lèvent la main, et la salle commence à bourdonner. Heureusement qu'ils se sont organisés tout seuls pour Adama, dit Youssef. Il ajoute, les quartiers populaires, tout le monde s'en fout, alors que c'est l'endroit où il y a le plus d'effervescence politique. On participe aux manifestations de la loi travail, mais quand on vous attend, il n'y a plus personne. Et là, il ajoute cette phrase magistrale, la convergence des luttes, ça se fait dans un seul sens. Ça applaudit au fond, mais alors plus trop dans les 3 premiers rangs. Les gens font la moue, certains regardent leurs chaussures. Youssef conclut avant de passer le micro. La lutte contre les violences policières, c'est la priorité pour tout mouvement de gauche qui se respecte. Tu sais Christophe, il y a des moments dans une vie de militantisme politique où tu assistes à des scènes, des expériences qui t'aident à l'introspection, qui font ta réflexion. Tu mûris politiquement. Et ben cette interaction entre Youssef d'un côté et les militants de la France Insoumise complètement médusés, cette interaction dont j'ai eu la chance d'être spectateur, ça a été une expérience comme ça pour moi. Bravo Youssef. Merci Redouane, super coup de cœur. Youssef, franchement. Franchement, j'y attendais pas du tout. T'es fort en mise en scène. Je savais pas que t'étais là. Pourquoi c'est pas de la mise en scène, c'est de la réalité. Non, je sais. C'est de la radio-réalité, messieurs dames. Non, mais c'est-à-dire que là, je l'ai vu, je le vois depuis le début de l'émission, c'est la première fois que je passe avec lui. Ouais. Et il m'a pas dit que je t'ai vu à Marseille. Non. Moi j'étais au courant, j'étais dans la confidence, je dois te le dire.
Mais en tout cas, effectivement, il m'a dit, il faut absolument que j'en parle parce que. T'étais parce là, que- d'accord. Ouais, bah quand t'as fait l'intervention, moi j'étais assis sur la gauche. Il y a pas mal de monde. D'accord, mais tu m'as applaudi ou pas Bah évidemment que je t'ai applaudi. Mais même quand une certaine Farida Amrani a pris la parole à la fin de... Ah bah Ouais. évidemment. Ouais. D'accord, ok. Bah, Alors, c'est Ça parti. leur a fait un peu de bien tout ça. Pour Libertad, messieurs, dames. Allez. 01 40 33 9000, vous avez envie de prendre la parole, vous souhaitez vous exprimer, c'est maintenant. Allô, bonsoir. Allô? Il y a personne par ici, donc 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler, pour prendre la parole, nous dire ce que vous voulez. Comme chaque soir dans cette émission, pour terminer, j'allais dire en beauté, dans cette émission, peut-être réagir à ce que vous avez écouté, entendu. Allô, bonsoir, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, toujours le chat, voilà, Ouais. super. C'est l'heure de sortie pour lui. Et c'est bientôt l'heure- on aura Vive le Bac. c'est l'heure de la gamelle, hein. Ah oui, il y a Vive le Mac aussi, mais il s'est rangé, il s'est tranquillisé, là. Je pense qu'il a pris les cachets depuis. Bon. 01 40 33 9000, bonsoir. Oui, Daoud de Haute-Seine, Rabat-Maison. Salut Daoud. Bonsoir Daoud. Comment vas-tu, Christophe? Ça va très bien Daoud, qu'est-ce qui se passe? T'es en colère ou pas? Rien du tout, si tu me permets, j'aimerais envoyer d'ici un grand salam de la force aux vaillants soldats turcs en Syrie. Qu'Allah les protège. C'est fait mon ami. Merci Daoud. Merci, mon ami, bon courage. À bientôt. Il a le droit, hein, attendez. Ah bah bien sûr qu'il a le Liberté droit. d'expression, Libertad ou Mais, pas Libertad C'est Libertad, Mais exactement. les soldats turcs qui sont sur place, ils sont courageux, hein, parce qu'en face ça tire, hein. Évidemment. France Maghreb 2, bonsoir. Ah, c'est chaud. Bah oui. Allô? Qu'est-ce qui se passe dans le standard là? On m'a fait un boycott ou quoi là? 01 40 33 9000, allez-y, décrochez votre téléphone, c'est maintenant que ça se passe. Vous avez envie d'engueuler Redouane, Youssef, ou les féliciter? Voilà. Bien n'hésitez pas, 01 40 33 9000. France Maghreb 2, bonsoir, il y a quelqu'un ou pas? Allô? Je pense que j'ai un problème dans mon standard. Je vous le dis tout de suite. 01 40 33 9000, je sais pas, ça sent le boycott, un truc comme ça. Bon. Ah bah justement en parlant de boycott, je voulais dire une chose sur le BDS. Oui. Je crois que le précédent c'est le Royaume-Uni. Ils ont gagné à la Cour suprême. Les lobbies israéliens les poursuivent en justice. Ils ont gagné, c'est-à-dire que maintenant c'est open bar pour le BDS. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent au Royaume-Uni. Ah oui, Et d'accord. ce précédent-là, je pense qu'Israël en a très très peur pour le continent européen. Allez, on fait un petit essai. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, c'est encore moi, Daoud. C'était pour répondre à Redouane. T'inquiète pas, le courage, on l'a dans le sang. Merci, bonne journée. Mais il y a pas de problème, Daoud, hein, j'en doute pas. Daoud, à bientôt mon Les pote. Turcs, c'est nos cousins algériens. Ah oui, c'est vrai. C'est la même fierté du drapeau, la même Exactement. détermination. Mais ils ont raison d'être fiers. Le même aveuglement. Alors, 01 40 33 9000, allô, qui est là? Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Salut Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Salut, Youssef, Redouane. Moi, j'attendais avec impatience le deuxième épisode de la chronique de Youssef. Troisième. Troisième, De Redouane. J'ai été un peu déçu. Hein. Un peu déçu par le troisième épisode de la chronique sur la théorie du complot. Oui, exactement. Il allait faire le tri entre les bonnes théories et les mauvaises théories, les vraies théories du complot. Bah oui, mais T'as pas été assez complotiste. Mais ça doit arriver à la fin de ma chronique. Pour l'instant, on expérimente. On expérimente le 11 septembre, les Bretons, les Juifs, et puis à la fin, évidemment, on tirera les conclusions de tout ça. On est qu'au troisième épisode, mon cher Mohamed, sois patient. Oui, alors est-ce que sur Google, lobby breton. Allô? On t'entend super mal par contre, je sais pas, t'as un kit malib pourri apparemment, hein, Mohamed. Est-ce que t'as tapé lobby breton dans Google? Ah, mais si vous voulez, la semaine prochaine, je vous parlerai du Bilderberg breton, qui se passe dans un petit village du Finistère. Et cette année, pour le Bilderberg breton, il y avait le bras droit du président chinois. D'accord. Voilà Mohamed. Allez, à la semaine prochaine. Salut Mohamed. À bientôt. Bon, 01 40 33 9000. Mais Jad, est-ce que tu nous autorises à déborder légèrement? Ouais. Ah ouais. Ok, d'accord. Ouais, en fait, ça l'arrange, comme ça il fait son café et tout ça. Hein, faut Il dire reste de la vérité. brioche, Medjed. Ah, il est, tu sais, quand tu lui parles de bouffe, il arrive tout de suite. Hein. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Mais lui, il a compris aussi, du coup. Allô, bonsoir, France Maghreb 2. Oui, bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir à vous inviter. Bonsoir, prénom et ville d'appel, cher monsieur. Bachir à Achères-les-Yvelines. Où ça, c'est où ça? À Charles-les-Yvelines? À côté de Poissy. Ah, Poissy, d'accord. 78. 78. Ah, voilà, 78. Qu'est-ce qui se passe, Bachir? Moi, je vous ai entendu, ça fait 2 jours après pour le truc de Lidl, la truc de Israël. Oui, Lidl. Moi, j'ai des photos Oui. sur Leclerc d'Achères qui nous ont ramené les dates de Medjoul et ils ont mis la fiche d'origine palestine. Et quand je suis parti au commissariat à la police porte plainte, ils m'ont viré, ils m'ont insulté. Ah oui, pourquoi vous avez porté plainte?
Ah bah ils n'ont pas le droit de faire une affiche sur le carton, c'est marqué Made of Israël. Ils marquent l'affiche date d'origine palestine. D'accord, oui, pour vendre, oui. Bah oui. D'accord. Bah oui, tu m'étonnes. Les photos, j'en ai jusqu'à maintenant les photos. Si vous voulez que je vous envoie les photos, donnez-moi un numéro, je vous envoie les photos. Envoyez sur la page Radio France Maghreb. Écoutez, vous allez sur Facebook, vous avez Facebook, Christophe Le Grand Forum, vous allez nous envoyer ça en privé, d'accord? Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci Bachir. Continuez comme ça. Et bon, on lâche rien, mon ami Bachir. À bientôt. Allez. Il y a aussi quelque chose comme ça à Carrefour. Les dattes des glettes noires. Ouais. En fait, elles sont assemblées en Algérie et fabriquées dans les territoires. Ah ouais. Ils envoient en Algérie et après ils mettent des glettes noires Algérie. Normal. Ouais. Allez, un petit dernier. Allez. Pardon. Allô, bonsoir. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Jamel. Jamel, qu'est-ce qui se passe? C'était juste pour parler, tu sais, te rappelles le reportage sur les Panama Papers? Oui, oui, absolument. Panama Papers. Ouais, c'était juste pour dire que l'écologie, je sais pas si tu te rappelles, à un moment, il y a la société Clean Card, c'est elle qui a la plus grosse mine au Congo. Ouais. Qui extrait le cuivre. Ouais. Et où on voit une dame dans le reportage, une blague quoi. Elle va à la rivière pour laver le linge de ses enfants parce qu'ils n'ont pas l'eau courante chez eux. C'est vrai. Et où elle met sa main dans l'eau, puis elle se mettrait au visage, puis elle se fait brûler à l'acide. Ouais. C'était, je crois, dans l'émission d'Élise Lucet, il me semble. Hein. Ouais, c'est dans les Panama Papers. Et là, ça prouve, quand on dit que tout ce qui est électrique, c'est vachement écologique. Vous verrez bientôt que c'est vraiment plus destructeur que le pétrole et le gaz. Merci Jamel, merci à toi en tout cas. Merci, pour bonsoir. vos appels. Merci. Bonne soirée à tous. Rendez-vous demain avec Anan Zawani et Mourad Goual qui seront avec nous demain entre 16h et 18h. Et on dit bonsoir à Marine. Et on dit bonsoir à Marine, effectivement, puisque c'est l'heure du flash de 18h02. Voilà, on peut le dire. Youssef, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Redouane. C'était un grand plaisir. Très vite les gars, on met le couvert évidemment. Bonne soirée à tous dans un instant. L'excellent Medjen qui débarque sur France Maghreb 2 pour l'heure. Marine Garel pour le flash. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. De nouvelles révélations dans l'affaire Lactalis. Selon l'Institut Pasteur, 25 nourrissons de plus ont été contaminés par des salmonelles entre 2005 et 2016. Contamination par la même souche que celle qui a été détectée récemment dans l'usine de Cran en Mayenne. Le PDG du groupe s'est exprimé ce matin dans Les Échos. Il a révélé que la souche à l'origine de l'affaire des dernières semaines était donc la même que celle détectée en 2005. Cette année-là, 140 nourrissons avaient été touchés. En clair, l'usine de Cran en Mayenne a été contaminée pendant 12 années consécutives. Justice toujours, la Cour d'appel de Paris a décidé de renvoyer aux assises le Britannique Yann Bailey, soupçonné du meurtre de Sophie Toscan du Plantier. Ce journaliste de 60 ans est soupçonné d'avoir tué l'épouse du célèbre producteur de cinéma et télévision. La victime avait été retrouvée le crâne fracassé le 23 décembre 1996 en Irlande. Malgré 2 mandats d'arrêt délivrés en 2010 et en 2016, l'Irlande refuse toujours et encore son extradition. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Si le slogan est bien entré dans les têtes, il n'est en revanche pas suivi des actes. La consommation d'antibiotiques est en effet repartie à la hausse en France. Un collectif de médecins alerte sur ce sujet. La garde à vue de Tariq Ramadan en Suisse a été prolongée ce matin. L'islamologue suisse est accusé de viol par 2 femmes, des accusations qu'il nie depuis le début de l'affaire. La Cour de cassation a définitivement condamné à 25 000 € d'amende un notaire qui avait voulu vendre aux enchères la seule copie complète du manuscrit des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand en rejetant son pourvoi. Et puis tennis, et en l'absence de Jo-Wilfried Tsonga qui est blessé à un genou, la France mise sur Lucas Pouille et Richard Gasquet pour les 2 premiers simples face aux Pays-Bas à partir de demain pour le premier tour du groupe mondial de la Coupe Davis à Albertville. Pour le double samedi, le capitaine Yannick Noah a pour l'heure choisi Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.